Un couple de personnes âgées, trahies et dépouillées de tout par leurs propres enfants, a acheté un hangar Quonset en ruine avec leur dernier 900 $, et ce qu'il est devenu a tout changé. Le marteau frappa le bois comme un coup de feu. « Lot 47 !» annonça le commissaire-priseur d'une voix monocorde. « 3 acres, un hangar Quonset, état à récupérer. » Quelques rires étouffés, automatiques, comme s'il riait d'une blague déjà entendue. Matthew Marsh ne rit pas. Il ne cligna pas des yeux. Il plongea simplement la main dans la poche de son manteau et tâta les billets de 900 $. Chaque billet était plié serré, comme si le pliage pouvait les faire durer plus longtemps. Olivia était assise à côté de lui sur une chaise en métal, sa respiration courte et haletante. Duke était allongé à ses pieds, les yeux scrutant chaque inconnu dans la pièce, comme un garde qui croit encore à l'importance de son poste. « Mise à prix !» dit le commissaire-priseur. « 500 !» Personne ne leva la main. Matthew, si. Matthew avait vu l'annonce dans le journal 2 semaines auparavant. Il s'était rendu sur place pour la voir de ses propres yeux, laissant Olivia se reposer dans le camping-car, tandis que Duke prenait place à ses côtés dans la camionnette empruntée à l'église. Ce qu'il avait trouvé correspondait exactement à la description de l'annonce. Un terrain de 3 acres envahi par la végétation, dominé par un hangar Quonset rouillé, comme oublié du temps et de toute utilité. Ce Quonset était un vestige de l'après-guerre, une de ces structures semi-cylindriques en tôle ondulée que les aviculteurs utilisaient autrefois pour tout, du stockage des céréales à l'abri du matériel agricole. Celui-ci était abandonné depuis au moins 20 ans, à en juger par la végétation qui poussait à travers ses fondations et la rouille qui rongeait ses panneaux. Pour tous les autres, ce n'était que de la ferraille. Pour Matthew, c'était une opportunité. « Mise à prix à 500 $, annonça Berthe. « J'ai 500 $? Silence. « 400 $? Nouveau silence. Quelqu'un toussa au fond de la salle. « 300 $? Allez, on y va. C'est un terrain de 1,2 hectares avec une construction. Il y a forcément quelques vœux. » Matthew leva la main. « 300 $. Les têtes se tournèrent. Berthe haussa légèrement les sourcils, mais hocha la tête d'un air professionnel. « 300 $ pour Matthew Marsh. J'entends 350 $. Le silence persista. Matthew sentait les regards peser sur lui. Il entendait les chuchotements commencer. Il savait ce qu'il pensait. Le pauvre Matthew avait perdu la tête avec sa ferme. Que faire d'un hangar Quonset rouillé et de 1,2 hectares envahi par les mauvaises herbes ? « 300 $ une fois, annonça Berthe. « 2 fois. 350, lança une voix. Matthew se retourna et vit Jerry Whitmore, le propriétaire de la casse sur la route 20. L'homme arborait un sourire narquois, se disant sans doute qu'il pourrait démanteler le hangar Quonset pour récupérer la ferraille et faire un profit rapide. « 400, dit Matthew d'une voix assurée. Le sourire narquois de Jerry se mua en un regard calculateur. « 450. La main d'Olivia se posa sur le bras de Matthew. Sa prise était légère mais insistante. Il s'était mis d'accord sur 800 comme maximum, gardant le reste pour les besoins immédiats. Chaque dollar supplémentaire était un dollar dont il pourrait avoir désespérément besoin. « 500, dit Matthew. Les chuchotements s'intensifièrent. Quelqu'un, Matthew pensa que c'était peut-être Carl Hendricks, dont la ferme laitière jouxtait la propriété des Marsh avant la vente, marmonna quelque chose à propos de jeter l'argent par les fenêtres. Jerry Whitmore observa Matthew un long moment, puis secoua la tête. « C'est trop cher pour moi. Tu veux cette ruine ? Elle est à toi. » 500 $ pour Matthew Marsh. Berthe confirma. Une fois, 2 fois. Le marteau s'abattit avec un claquement sec qui résonna dans la salle. « Adjugé !» Les formalités administratives prirent moins de 20 minutes. Matthew signa aux endroits indiqués par Berthe, remit 500 $ en espèces et reçut une clé qui semblait n'avoir pas servi depuis des décennies. L'acte de propriété serait enregistré auprès du comté dans la semaine. Tandis qu'il sortait de la salle des ventes, sous la pâle lumière du mois de mars, Duke se collait à Olivia, l'oreille aux aguets.
Matthew sentait planer une pitié amusée derrière eux. « Matthew Marsh » lança une voix derrière lui. Carl Hendricks, confirmant ainsi l'intuition de Matthew. « Qu'est-ce que tu comptes faire de ce bout de terrain sans valeur » Matthew ne se retourna pas. Y vivre? Les rires qui les suivirent jusqu'à la camionnette de l'église étaient de ceux qui s'attendent à avoir raison. Le trajet jusqu'à Mill Creek Road les mena au cœur de Cedar Falls. Ils passèrent devant la quincaillerie où Matthew s'approvisionnait depuis 60 ans. Ils passèrent devant le restaurant où Olivia et lui prenaient leur petit déjeuner tous les samedis matins. Ils passèrent devant la banque qui avait saisi les maisons de leurs voisins pendant la crise agricole des années 80. Des voisins que Matthew avait aidés à nourrir et à vêtir jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Personne n'avait proposé son aide aux Marsh. « Tu es silencieux » dit Olivia depuis le siège passager. Duke était allongé sur ses genoux, la tête posée sur l'accoudoir, regardant défiler les rues familières. « Je pensais juste à ce que les gens ont dit. » Matthew jeta un coup d'œil à sa femme. Même à 79 ans, malgré une santé déclinante, Olivia avait le don de le percer à jour. Elle le faisait depuis leurs 17 ans, lorsqu'il avait essayé de la convaincre qu'il se fichait bien qu'elle aille au bal des moissons avec Billy Morrison. « Peu importe ce qu'ils disent. »« Non, » acquiesça-t-elle, « c'est vrai, mais ça fait toujours mal. » Matthew tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient plus fins qu'avant, sa peau parcheminée et tachetée par l'âge, mais sa poigne était toujours ferme. « Je vais nous construire quelque chose, Livy. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais je vais nous construire un endroit où vivre, un endroit à nous, et je vais le faire avec ce qu'il nous reste. » C'est 414 $ et un hangar Quonset rafistolé à la rouille et à force de prière. « Et toi » ajouta Matthew. « Et Duke ? Ce n'est pas rien. » La queue de Duke battit contre le siège en entendant son nom. Ils arrivèrent sur les lieux au moment où la lumière de l'après-midi commençait à décliner. Matthew s'était préparé à la déception, s'était résigné à voir le même spectacle décourageant qui avait fait rire tout le monde. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Alors qu'il descendait du fourgon et s'approchait du hangar Quonset, Duke sauta à terre et se mit aussitôt à en faire le tour, le museau au sol, la queue dressée, la posture d'un chien en train d'inspecter quelque chose d'important. La structure se dressait au milieu de la végétation luxuriante, tel un géant endormi. Ses panneaux d'acier incurvés étaient striés de rouille, couleur de sang séché. Des herbes folles avaient poussé à travers les fissures de la dalle de béton qui lui servait de sol. La porte principale, un immense panneau coulissant sur des rails rouillés, était entr'ouverte, ne laissant entrevoir que l'obscurité. Matthew s'approcha lentement, conscient qu'Olivia se frayait un chemin à travers les hautes herbes derrière lui, sa main agrippée au dos de Duke pour garder l'équilibre. « C'est plus grand que dans mon souvenir, » dit-elle. Elle avait raison. D'après le descriptif de la vente aux enchères, Matthew avait estimé le hangar Quonset à environ 12 mètres de long et 6 mètres de large. Debout devant lui, il revoyait son estimation à la hausse, au moins 15 mètres, peut-être plus. Il atteignit la porte et posa la paume de sa main à plat contre le métal. Il faisait froid, même sous le soleil de mars, et il sentait la rugosité de la corrosion sous ses doigts. Mais lorsqu'il poussa, la porte s'ouvrit plus facilement qu'il ne l'avait imaginé, glissant sur ses rails avec un grincement qui résonna dans l'immensité désertique. La lumière pénétra à l'intérieur en un rayon doré, révélant ce qui était resté caché pendant des décennies. Matthew en eut le souffle coupé. Le hangar Quonset n'était pas vide. Contre le mur du fond, recouverte de bâches désormais grises de poussière, se dressaient des formes que Matthew, fort de 60 ans d'expérience à la ferme, reconnut immédiatement. Du matériel, des machines, les contours de ce qui semblait être un tracteur, une presse à foin, divers outils empilés et rangés avec la précision de quelqu'un qui en comprenait la valeur. « Matthew » murmura Olivia. « C'est du matériel ?» « Du vieux matériel, à première vue, mais du matériel. » Duke avait bousculé Matthew pour entrer à l'intérieur, ses griffes claquant sur le béton tandis qu'il explorait les lieux.
Le chien se déplaçait avec détermination et non par simple curiosité. Il se dirigea directement vers un coin du hangar Quonset où des étagères se dressaient dans l'ombre, puis s'assit et se retourna vers Matthew avec une expression d'attente attentive. La même expression qu'il avait eue l'année précédente lorsqu'il avait découvert la brèche dans la clôture nord. La même expression qu'il avait eue le jour où il avait conduit Matthew vers un veau nouveau-né qui s'était éloigné de sa mère pendant une tempête printanière. Duke avait trouvé quelque chose. Matthew suivit le chien, se frayant un chemin avec précaution autour du matériel dissimulé. L'étagère était une structure industrielle en acier robuste, boulonnée au mur du hangar. Ces étagères étaient remplies de boîtes, de canettes et de conteneurs qu'il était impossible d'identifier immédiatement dans la pénombre. Mais c'est ce qui se trouvait sur l'étagère du bas qui attira l'attention de Matthew. Une boîte métallique de la taille d'une petite valise, fermée par un cadenas rouillé et ouvert depuis longtemps. La boîte était vert kaki, le genre de conteneur de surplus militaire courant après la Seconde Guerre mondiale. Des initiales, à peine visibles sous des décennies de poussière, étaient inscrites au pochoir sur le côté. E.T.M. Matthew les connaissait. Edgar Thomas Marsh, son père. « Livy » dit Matthew d'une voix étrange, même pour lui. « Viens voir ça. » La boîte renfermait des secrets qui attendaient d'être découverts depuis 70 ans. Matthew la porta dehors, dans la lumière déclinante, la posa sur le haillon de la camionnette et souleva délicatement le couvercle. Duke était assis à ses pieds, le regardant avec une intensité qui fit se demander à Matthew ce que le chien pouvait bien percevoir que les sens humains ne pouvaient déceler. À l'intérieur, préservé par le contenant hermétique et l'environnement frais et sec du hangar Quonset, se trouvait un ensemble d'objets qui racontaient une histoire que Matthew ignorait. Au-dessus, un carnet en cuir, la couverture craquelée mais intacte. En dessous, une pile de photographies maintenue par un élastique qui se désagrégea au contact de Matthew. Des documents d'apparence officielle dans des chemises en papier craft, une montre de poche arrêtée et tout au fond, une carte dessinée à la main avec des annotations manuscrites que Matthew reconnut comme étant celles de son père. « Ton père n'a jamais rien mentionné de tout ça ?» demanda Olivia, debout à ses côtés. Papa n'a jamais parlé des années avant son mariage avec maman. Il disait que le passé était le passé. Edgar Thomas Marsh était un homme de peu de mots et d'encore moins d'explications. De retour de la Seconde Guerre mondiale, il avait acheté la ferme à Cedar Falls et l'avait exploitée jusqu'à ce que son cœur lâche en 1978. Matthew avait 41 ans lorsqu'il avait enterré son père et il pensait tout savoir de lui. Il se trompait. Matthew ouvrit le journal avec précaution, conscient de la fragilité potentielle des pages. La première entrée était datée d'août 1946. « J'ai trouvé un endroit pour recommencer à zéro. 3 acres sur Mill Creek Road, avec un hangar Quonset que je peux transformer en entrepôt. Personne n'est encore au courant pour l'argent, et je compte bien que ça reste ainsi jusqu'à ce que je sache à qui faire confiance. La ferme est la priorité. Le reste peut attendre. » « De l'argent, dit Matthew à Olivia. Il parle d'argent, de quelque chose qu'il cachait. Continue de lire. Les entrées du journal couvraient près de 2 ans et détaillaient l'achat par Edgar de la propriété de Mill Creek, dont Matthew comprit alors que son père possédait secrètement en plus de la ferme principale. Son stockage minutieux de matériel et de fournitures, ainsi que des références énigmatiques au compte et à l'arrangement. Une entrée datée de mars 1948 fit trembler Matthew. « Le banquier de Des Moines m'a dit que les certificats étaient arrivés à échéance. J'ai ajouté l'acte de propriété de Mill Creek au coffre. Un jour, le moment venu, tout cela ira à celui qui en aura le plus besoin. J'ai vu ce qui arrive quand les familles se disputent de l'argent. Mieux vaut attendre que cela tombe entre de bonnes mains. » Matthew regarda Duke, qui le fixait toujours de ses yeux ambrés si perspicaces. « Il a laissé quelque chose derrière lui, » dit Matthew lentement.
Papa a acheté cette propriété séparément de la ferme. Il y a entreposé du matériel, des provisions et quelque chose à Des Moines. Des certificats, des placements peut-être. Et personne n'était au courant. Personne, ni maman, ni moi. Il a gardé le tout bien séparé. La main d'Olivia se posa de nouveau sur son bras. « Matthew, les enfants. Quand Robert a fait toutes ces manœuvres financières, la ferme était la seule chose dont tout le monde connaissait l'existence. » Matthew termina. Cette propriété, ce qu'il y a à Des Moines, Robert n'a rien pu y toucher, car il ignorait son existence. Les conséquences de ces événements enveloppèrent Matthew comme une douce chaleur par une nuit froide. Pour la première fois depuis 3 mois, il ressentit quelque chose qu'il avait abandonné le jour où il avait vu des inconnus emporter les outils de son grand-père. L'espoir. Mais c'était un espoir fragile, incertain. Ce qu'Edgar Marsh avait laissé derrière lui risquait de ne rien valoir. Des certificats sans valeur dans une banque fermée, un entrepôt rempli de matériel rouillé. Le journal avait 70 ans. Des guerres avaient éclaté, des économies s'étaient effondrées, des institutions avaient failli. Pourtant, Matthew se redressa légèrement tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Il regarda le hangar Quonset, l'observa attentivement et commença à entrevoir ce qu'il pourrait devenir au lieu de ce qu'il était réellement. « Il faudra d'abord le rendre habitable », dit-il à voix haute. « La structure est solide sous la rouille. Les hangars Quonset sont construits pour durer. Isolation, électricité, plomberie, on peut le faire par étapes. »« Ah, Matthew, nous avons 400 $. Nous avons 400 $. Ce terrain, ce bâtiment, et il brandit le journal, un mystère à résoudre. C'est plus qu'hier. » Duke se leva et se dirigea vers la porte ouverte du hangar. Il s'arrêta sur le seuil, jeta un dernier regard à Matthew et Olivia, puis entra et disparut dans l'ombre. Un instant plus tard, son aboiement résonna à l'intérieur. Non pas un aboiement d'alarme, mais le son qu'il émettait pour appeler Matthew. « Ce chien, » dit Olivia avec un petit sourire, « a trouvé des choses que nous ne pouvions pas voir depuis toujours. » Matthew l'aida à traverser le terrain accidenté jusqu'à l'entrée du hangar Quonset. À l'intérieur, Duke se tenait près d'une forme recouverte d'une bâche, la tripotant du bout des doigts. Matthew souleva la bâche. Dessous, conservé dans l'obscurité depuis des temps immémoriaux, se trouvait un tracteur Farmall modèle M de 1947. La peinture rouge était passée, mais encore intacte. Les pneus étaient à plat, mais réparables. Un moteur qui n'avait probablement pas tourné depuis l'époque d'Harry Truman. Mais ce n'était pas ce qui serrait la gorge de Matthew. Attaché au volant par une ficelle qui avait miraculeusement survécu aux décennies, une note manuscrite sur du papier jauni par le temps. La terre nourrit ceux qui ne l'abandonnent pas. Papa. Matthew lut ces mots 3 fois avant d'oser parler. Il le savait, murmura Matthew. D'une manière ou d'une autre, il le savait. Olivia se tenait près de lui, son bras autour de sa taille, Duke pressé contre leurs jambes. « Savez quoi ?» Matthew regarda le tracteur, le matériel qui l'entourait, le hangar Quonset dont tout le monde s'était moqué et que son père avait préparé en secret. Qu'un jour j'aurais besoin d'un endroit pour recommencer à zéro. Dehors, le soleil acheva sa descente, teintant le ciel de nuances orangées et dorées. Le toit incurvé du hangar capta la lumière et l'espace d'un instant resplendit comme un trésor plutôt que comme un vestige oublié. Matthew et Olivia avaient désormais un mystère à résoudre et un avenir à construire. Mais le chemin qui les attendait allait se compliquer bien plus que prévu, car ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu parler du malheur de la famille Marsh, et ils n'étaient pas les seuls à se demander quel secret Edgar Marsh avait laissé derrière lui. La première nuit passée à Mill Creek, Matthew et Olivia dormirent dans la camionnette de l'église, Duke blotti entre eux. Sa chaleur corporelle était un réconfort bienvenu face au froid de mars. Le hangar Quonset se dressait à une 30aine de mètres, sa silhouette sombre visible à travers les vitres, tel un gardien fidèle. Matthew ferma à peine le sommeil. Ses pensées revenaient sans cesse au journal de son père, à l'écriture soignée qui révélait les secrets qu'Edgar Marsh avait emportés dans la tombe.
Quel genre d'homme cache une propriété entière à sa famille? Quel genre de père laisse un message attaché au volant d'un tracteur, adressé à un fils qui ne le trouvera peut-être jamais? Matthew commençait à comprendre qu'il s'agissait d'un homme qui avait appris à se méfier, un homme qui avait vu le pouvoir de l'argent sur les gens, comment il pouvait pervertir l'amour au point de le rendre méconnaissable. Edgar Marsh avait protégé son fils du destin même qu'il avait finalement rattrapé. Aux premières lueurs du jour, Matthew sortit discrètement de la camionnette, prenant soin de ne pas réveiller Olivia. Duke leva la tête, ses yeux ambrés interrogateurs, mais Matthew lui fit signe de rester. Le chien se recoucha, tout en suivant Matthew du regard par la fenêtre. L'air matinal était vif, comme en fin d'hiver, mais il y avait autre chose, une légère odeur verte, signe que la nature se préparait à renaître. Le printemps approchait, que le calendrier l'indique ou non. Matthew fit le tour de la propriété, la découvrant vraiment pour la première fois. 3 acres, cela ne paraissait pas grand-chose comparé aux 200 acres qu'il avait perdus. Mais en arpentant les limites du terrain, il commença à comprendre pourquoi son père avait choisi cette parcelle en particulier. Le terrain était doux, en pente douce vers un ruisseau qui longeait la limite est. La terre, visible là où l'hiver avait ravagé la végétation, était sombre et riche, une terre fertile capable de faire pousser tout ce qu'on lui demandait. Un bosquet de chênes matures, regroupé près de l'angle nord-ouest, formait un brise-vent naturel et fournissait du bois de chauffage pour l'avenir. Le hangar Quonset, quant à lui, trônait sur le point culminant, à l'abri des crues du ruisseau. Edgar Marsh n'avait pas acheté de la camelote, il avait acheté du potentiel et l'avait dissimulé à la vue de tous. Quand Matthew revint au van, Olivia était réveillée et avait réussi à allumer leur petit réchaud. L'odeur du café, léger, fait avec du marc déjà utilisé 2 fois, perçait la fraîcheur matinale. « Tu as exploré les lieux ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Papa savait ce qu'il faisait. Ce terrain, c'est une bonne terre, Libby, vraiment bonne. Elle lui tendit une tasse. « Alors, quel est le plan ?» Matthew y avait pensé toute la nuit. D'abord, il faut rendre le hangar Quonset habitable. Un abri rudimentaire, un endroit où dormir autre que ce van. Ensuite, il faut aller à Des Moines, voir ce que papa a laissé dans le coffre. Des Moines est à 240 km. Ça fait de l'essence, on n'a pas les moyens. Je sais, c'est pour ça qu'on commence par le hangar Quonset. Peut-être que le matériel que papa y a entreposé a de la valeur. On pourrait peut-être en vendre assez pour financer le voyage. Duke sortit du fourgon, s'étira nonchalamment avant de venir se blottir contre la jambe de Matthew. Le chien regarda le hangar Quonset, puis de nouveau Matthew, son message étant clair. « Il veut nous montrer autre chose ?» observa Olivia. « Il le fait toujours. » La lumière du matin métamorphosa l'intérieur du hangar Quonset, d'une caverne d'ombre en un lieu presque merveilleux. Le soleil filtrait à travers les interstices des panneaux ondulés, créant des rayons dorés qui illuminaient des décennies de provisions soigneusement entreposées. La veille, Matthew n'avait fait qu'effleurer le sujet. À présent, avec Olivia à ses côtés et Duke qui inspectait l'espace tel un général inspectant ses troupes, l'ampleur des préparatifs d'Edgar Marsh apparut clairement. Il y avait le tracteur, bien sûr, le Farmall de 1947, qui, d'une manière ou d'une autre, avait su que Matthew en aurait besoin. Mais tout autour, empilé et rangé avec une précision militaire, se trouvait du matériel témoignant de plusieurs décennies d'innovations agricoles. Une presse à balles du début des années 50, portant encore des traces de la peinture verte qui la caractérisait comme une John Deere, une herse à disque dont les lames nécessitaient un affûtage mais ne présentaient aucun signe de dommage structurel. Des outils à main étaient accrochés à un panneau perforé le long d'un mur, clés, marteaux, scies, niveaux, chacun souligné d'un trait de peinture pour repérer immédiatement toute pièce manquante. Et sur les rayonnages industriels où Duke avait emmené Matthew la veille, des provisions incroyables. Des conserves, étiquettes délavées mais scellées intactes, des rouleaux de fil de cuivre, des boîtes de clous et de vis triées par taille, des lampes à pétrole au réservoir plein,
des couvertures de laine encore emballées dans du papier qui crissait sous le toucher de Matthew. Il se préparait à quelque chose, dit doucement Olivia, comme s'il s'attendait à ce que le monde s'écroule. Matthew acquiesça. Son père était revenu de la Seconde Guerre mondiale transformé. Tout le monde le disait. Le garçon rieur qui avait quitté Cedar Falls en 1942 était revenu silencieux, vigilant, le regard rivé sur l'horizon, comme s'il s'attendait à voir surgir des ennemis. Je crois qu'il voulait simplement s'assurer que quelqu'un de la famille puisse survivre, quoi qu'il arrive. Duke aboya une fois, sèchement, et tous deux se retournèrent. Le chien se tenait au fond du hangar Quonset, près d'un pan de mur partiellement dissimulé par des caisses en bois empilées. Il conservait la même posture alerte que la veille, signe qu'un secret important était caché. Matthew s'approcha, suivi plus lentement par Olivia, le souffle court à cause de la poussière et de l'effort. Les caisses étaient lourdes, remplies de Dieu sait quoi, mais Matthew parvint à les déplacer suffisamment pour révéler ce que Duke avait trouvé. Une porte. Pas l'entrée principale, la seule porte visible du hangar était le grand panneau coulissant à l'avant. Celle-ci était plus petite, à taille humaine, encastrée dans un cadre soudé directement à la paroi d'acier incurvé. Elle était cadenassée, mais la serrure était de la même marque que celle de la caisse métallique, rouillée, vieille et facilement forcée par la pince coupante que Matthew trouva accrochée au mur à outils. La porte s'ouvrit sur l'obscurité, et une odeur qui fit remonter à la surface des souvenirs inattendus, provoquant chez Matthew un nœud à l'estomac. Terre, béton, huile de moteur et vieux papier. Le parfum si particulier d'une cave, de ces espaces souterrains où le temps s'écoule différemment. « Il y a une cave ?» dit-il, l'incrédulité tintant sa voix. « Papa a construit une cave sous le hangar Quonset. » Duke descendit les marches de béton sans hésiter, ses ongles claquant dans le noir. Matthew trouva une des lampes à pétrole, l'alluma avec des allumettes miraculeusement encore utilisables au fil des décennies et le suivit. La cave faisait une dizaine de mètres carrés, avec des murs en béton coulé et un sol froid malgré les bottes usées de Matthew. Des étagères tapissaient tous les murs, chargés de provisions. Mais celle-ci était différente, plus personnelle. Des boîtes étiquetées photos, lettres, archives militaires. Une malle avec le nom d'Edgar inscrit au pochoir sur le côté. La même malle qui l'avait accompagné en Europe et à son retour. Et au centre de la pièce, sur une petite table en bois, une autre boîte en métal, plus récente que la première, dont la serrure brillait encore malgré l'humidité du sous-sol. Les mains de Matthew tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre qui lui était adressée directement. L'écriture était celle de son père, mais plus tremblante que celle de son journal. Elle avait été écrite plus tard, peut-être même beaucoup plus tard. « Matthew, si tu lis ceci, c'est que la situation a tellement dégénéré que tu as dû te retrouver ici. Je suis désolé. J'ai toujours espéré que la ferme principale suffirait et que tu n'aurais jamais besoin de ce que j'ai entreposé à Mill Creek. Les certificats dont je parlais dans mon journal sont dans un coffre-fort à la First Federal Bank de Des Moines, le coffre numéro 443. La clé est scotchée sous le coffre. La banque a peut-être changé de propriétaire au fil des ans, mais le coffre était payé jusqu'en 2020. Après, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Il y a aussi une lettre dans le coffre, à l'attention du nouveau gérant de la banque. Elle explique tout et t'autorise à récupérer le contenu. J'aurais dû te parler de tout ça de mon vivant. J'aurais dû te faire confiance. Mais j'ai vu trop de familles déchirées par l'héritage, par l'argent, par le poison de l'attente de quelque chose qu'on n'a pas mérité. Je voulais que tu construises ta propre vie, que tu saches que tout ce que tu possédais venait de tes propres mains. Peut-être ai-je eu tort, peut-être aurais-je dû mieux te préparer. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est te laisser ce que je peux et espérer que ce soit suffisant. La terre nourrit ceux qui ne l'abandonnent pas. Je le pensais vraiment quand je l'ai écrit, et je le pense encore aujourd'hui. Quoi qu'il te soit arrivé, ne te laisse pas abattre. Tu viens d'une famille qui a survécu à bien pire. Tu as la foi de ta mère et mon entêtement, et cette combinaison peut surmonter toutes les épreuves.
Je t'aime, mon fils. J'aurais dû te le dire plus souvent quand j'en avais l'occasion. Papa. Matthew lut la lettre 3 fois avant de réaliser que des larmes coulaient sur ses joues. Olivia descendait les escaliers derrière lui, sa main se posant sur son épaule à la lueur de la lampe. « Il t'aimait » dit-elle simplement. « Il ne savait juste pas comment te le montrer comme tu en avais besoin. »« Il le savait » parvint à dire Matthew. D'une certaine façon, il savait que ça arriverait. « Non. » La voix d'Olivia était douce, mais ferme. Il ne le savait pas précisément. Il comprenait juste que la vie peut tout vous enlever sans prévenir. Alors il s'est préparé. Il t'a offert un filet de sécurité dont tu ignorais l'existence. Duke avait exploré les alentours de la cave, reniflant les cartons et les étagères avec un intérêt méthodique. Il revint alors auprès de Matthew et pressa sa tête contre sa cuisse, une façon pour un chien de le réconforter. Matthew se pencha et caressa Duke derrière les oreilles. « D'accord, » dit-il d'une voix plus assurée. « D'accord. Des moines. Il faut qu'on aille à Des moines. » La clé, comme promis, était scotchée au fond de la boîte métallique. Matthew la tint à la lumière de la lanterne, une petite clé en laiton, du genre de celle qu'on utilise pour les coffres forts, encore brillante malgré des années passées dans l'obscurité. Mais Des Moines était encore à 150 miles, et leurs $400 restants devaient leur être utiles bien plus que ce qu'on pouvait espérer. La semaine suivante fut une véritable course contre la montre. Matthew travailla de l'aube jusqu'à l'épuisement, triant le contenu du hangar Quonset avec l'œil expert d'un homme qui, depuis 60 ans, connaissait la valeur exacte du matériel agricole. La plupart des objets entreposés par Edgar étaient trop anciens pour avoir une valeur significative. Des antiquaires pourraient éventuellement débourser quelque chose pour le farm hall, mais cela prendrait du temps et nécessiterait des relations que Matthew n'avait pas. Ce qu'il découvrit, enfoui sous des bâches dans un coin qu'il n'avait pas encore exploré en détail, c'était 3 fûts de 200 litres de gazole. Les fûts étaient scellés, le carburant conservé avec un stabilisateur, et lorsque Matthew testa un petit échantillon dans le moteur de la camionnette, il fonctionna parfaitement. Le gazole coûtait $4 le gallon à Cedar Falls. « Ça fait $600 » calcula Olivia lorsqu'il le lui annonça. « Si quelqu'un veut bien l'acheter. »« Oliver Jensen l'achètera. » Le nom résonna entre eux, lourd de sens. Oliver Jensen était propriétaire du magasin d'alimentation animale de Cedar Falls, et ce depuis 40 ans. Il avait été un ami autrefois, à l'époque où la ferme des Marches prospérait et où le nom de Matthew avait encore une signification. Depuis l'expulsion, Oliver faisait partie de ses nombreux anciens amis, soudainement trop occupés pour discuter. « Tu crois qu'il acceptera de faire affaire avec toi ? Oliver Jensen est un homme d'affaires. Il traitera avec n'importe qui si le prix est bon. » Matthew arriva seul à Cedar Falls, laissant Olivia et Duke à la propriété. Le moteur du van criait à cause du froid, mais démarra sans problème, et Matthew se sentit reconnaissant pour ses petits bonheurs. Le magasin d'alimentation animale était resté exactement le même depuis des décennies. Peinture rouge, boiserie blanche, une enseigne en bois sculptée par le père d'Oliver en 1952. Le parking abritait quelques camions, des agriculteurs qui s'y prenaient déjà pour les préparatifs de printemps. Matthew franchit la porte d'entrée, et la conversation près de la caisse s'éteignit comme une bougie dans la tempête. Oliver Jensen leva les yeux de ses papiers. Il avait à peu près le même âge que Matthew et le visage buriné d'un homme qui avait passé sa vie dehors. Son expression, lorsqu'il vit qui entrait, passa par la surprise, le malaise, avant de se figer sur une neutralité soigneusement étudiée. « Matthew ? Oliver ?» Le silence s'étira. D'autres clients trouvèrent des prétextes pour examiner la marchandise sur les étagères éloignées. « J'ai du diesel à vendre, » dit Matthew, sans se soucier des apparences. 3 fûts de 50 gallons, stabilisés, conformes au test. J'en demande $3,50 le gallon. Oliver plissa les yeux, le regard calculateur d'un homme qui négociait depuis toujours. « C'est en dessous du prix du marché. »« Je sais. J'ai besoin d'argent rapidement et je n'ai pas le temps de trouver des détaillants. » «
Où avez-vous trouvé ces 3 fûts de diesel ? Chez moi. Chez vous. Oliver s'interrompit. J'ai entendu parler de la vente aux enchères. Ce hangar Concette sur Mill Creek Road. C'est exact. Quelque chose changea sur le visage d'Oliver. Pas de la sympathie à proprement parler, mais quelque chose d'approchant. On parle, Matthew. On dit que tu as perdu la tête en achetant cette vieille bagnole rouillée. On s'est déjà trompé sur mon compte. Oliver l'observa longuement. Puis il fit quelque chose auquel Matthew ne s'attendait pas. Il contourna le comptoir et lui tendit la main. « Je suis désolé, » dit doucement Oliver, « pour tout. Ce que tes enfants ont fait, la façon dont la ville t'a traité, ce n'est pas juste. » Matthew serra la main tendue, surpris par l'émotion qui lui serra la gorge. « Merci. Je prends le diesel, 3,50 $ le gallon, en espèces. Je passerai le chercher demain si vous pouvez m'indiquer où aller. Pas de problème. » La transaction fut conclue en quelques minutes. Une poignée de main, un accord, des instructions griffonnées au dos d'un reçu. Alors que Matthew s'apprêtait à partir, la voix d'Oliver l'arrêta. « Matthew, quoi que tu construises là-bas sur Mill Creek Road, j'espère que ça marchera. Certains d'entre nous se souviennent de l'importance que ta famille avait pour cette ville. Certains d'entre nous te soutiennent, même si nous ne l'avons pas dit. » Matthew hocha la tête, hésitant à parler, et sortit sous le faible soleil de mars. L'argent du diesel, 525 $, a tout changé. Avec ce qui leur restait, Matthew et Olivia disposaient à nouveau de près de 900 $. De quoi faire l'aller-retour en essence jusqu'à Des Moines, et même plus. De quoi acheter le nécessaire pour rendre le hangar Concette habitable. De quoi respirer enfin, libéré de la menace constante d'une catastrophe imminente. Oliver Jensen arriva le lendemain matin comme prévu, apportant non seulement son camion pour les fûts de diesel, mais aussi ce qu'il appelait un prêt sans remboursement, un radiateur d'appoint au propane avec 2 bonbonnes pleines. « Ma femme a fait le tri dans le garage », expliqua Oliver d'un ton bourru lorsque Matthew tenta de protester. « Elle comptait le donner de toute façon, autant que ça serve à quelque chose. » Cette nuit-là, pour la première fois, Matthew et Olivia dormirent à l'intérieur même du hangar Concette, sur des lits de camp improvisés avec des couvertures de laine conservées posées sur des palettes en bois. Le radiateur atténuait le froid, et Duke se blottit au pied de leur lit de fortune, sa présence plus réconfortante qu'une porte verrouillée. « Demain, » dit Olivia dans l'obscurité, « Des Moines. Tu es partant pour la route ? Je me sens plus forte. » Elle marqua une pause. « L'eau de source du ruisseau. Il y a quelque chose de spécial. Depuis que j'en bois, j'ai l'impression d'avoir la poitrine plus légère. » Matthew avait remarqué la même chose. La respiration d'Olivia, laborieuse depuis des années, à cause de l'âge et des lésions pulmonaires subies lors de son travail à l'usine textile dans les années 70, semblait plus facile depuis leur installation à Mill Creek Road. Il avait attribué cela à l'air pur, à l'éloignement du stress lié à leur situation. Mais maintenant, allongé dans le noir, il repensait à la lettre de son père. La terre est généreuse envers ceux qui ne l'abandonnent pas. Peut-être Edgar Marsh savait-il quelque chose sur cette propriété qui dépassait sa simple valeur immobilière. Peut-être y avait-il une raison pour laquelle il avait choisi ces 3 acres parmi toutes les terres disponibles en Iowa. Duke se remua au pied du lit, laissant échapper un doux aboiement de contentement. Quels que soient les mystères qui subsistaient, le chien semblait approuver leur situation actuelle. Ils partirent à l'aube. Duke était assis à l'arrière du van, la tête appuyée sur la console centrale, de manière à pouvoir observer Matthew et Olivia en même temps. L'autoroute s'étendait vers l'ouest, traversant des terres agricoles qui commençaient à peine à se défaire des rigueurs de l'hiver. Les champs, encore bruns, laissaient entrevoir quelques touches de vert. Matthew avait appelé la First Federal Bank, ou plutôt ce qu'elle était devenue après 3 fusions et 2 changements de nom. L'établissement actuel, Prairie Trust Financial, possédait les dossiers du coffre-fort numéro 443.
Après une longue attente et de nombreux transferts entre services, une responsable nommée Suzanne Chen avait confirmé que le coffre était toujours actif et que le contrat de location initial semblait avoir été payé jusqu'en 2020, avec des renouvellements automatiques liés à un compte désormais clôturé. Le coffre est techniquement en retard de paiement, avait expliqué Suzanne au téléphone. Nous essayons de contacter le titulaire du compte depuis plusieurs années. Si vous avez des documents prouvant que vous êtes l'héritier autorisé, nous devrions pouvoir régler ce problème. Matthew possédait des documents. La lettre de son père, la clé et sa propre pièce d'identité prouvant qu'il était le seul enfant survivant d'Edgar Thomas Marsh. Reste à savoir si cela suffirait. Le trajet dura 3 heures à travers un paysage de plus en plus urbanisé. Des moines surgit de la prairie comme une affirmation soudaine, tout en verre et en acier, et une circulation qui semblait chaotique après des mois de tranquillité à Cedar Falls. Prairie Trust Financial occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble qui avait sans doute été impressionnant dans les années 1980, mais qui, désormais, portait les marques du temps avec une grâce déclinante. Matthew trouva une place de parking 2 rues plus loin et aida Olivia à descendre du van, la laisse de Duke fermement enroulée autour de son poignet. « Ils ne le laisseront peut-être pas entrer ?» s'inquiéta Olivia. « Alors je l'attendrai avec lui pendant que tu t'occupes de la banque. » Mais Suzanne Chen, lorsqu'elle sortit de son bureau pour les accueillir, jeta un coup d'œil à Duke et sourit. « C'est un chien d'assistance ?»« C'est un chien de ferme, » répondit Matthew. Mon meilleur ami. Le sourire de Suzanne s'élargit. Nous avons une politique concernant les animaux d'assistance, mais pas concernant les meilleurs amis. Tant qu'il est bien élevé, il est le bienvenu. Comme s'il comprenait l'enjeu, Duke adopta sa posture la plus digne et marcha aux côtés de Matthew avec l'allure d'un chien qui aurait assisté à des réunions importantes toute sa vie. Le coffre-fort se trouvait au sous-sol, derrière une porte qui nécessitait la carte magnétique de Suzanne et un code à 6 chiffres. La pièce suivante était remplie de boîtes métalliques de différentes tailles, numérotées et étiquetées avec l'efficacité impersonnelle d'un système de classement. La boîte 443 était tout en bas, plus grande que Matthew ne l'avait imaginé, environ 45 cm de long et 30 cm de profondeur. « Je vais avoir besoin de voir vos documents, » dit Suzanne, « et ensuite je vous laisserai tranquille pour examiner le contenu. » Matthew lui remit tout, son permis de conduire, la lettre de son père, la clé, une copie de l'acte de décès d'Edgar qu'il avait obtenu des archives du comté des années auparavant. Suzanne examina chaque document attentivement, prenant des notes sur sa tablette. « Tout semble en règle, » dit-elle finalement. Il y a le problème du loyer impayé du coffre. Il s'accumule depuis 2020, ce qui représente environ 240 $. Le cœur de Matthew se serra. Ils avaient l'argent, mais de justesse. Toutefois, poursuivit Suzanne, compte tenu des circonstances et de la durée pendant laquelle ce coffret est resté dans notre établissement et ses prédécesseurs, je suis autorisé à renoncer à ces frais. Considérez cela comme une faveur accordée à un client de longue date. Merci, parvint à articuler Matthew. Vous n'imaginez pas ce que cela représente pour moi. Suzanne inséra son passe-partout à côté de celui de Matthew et le coffret se libéra. Elle le déposa sur une table d'observation, fit un signe de tête à Matthew et Olivia, puis les laissa seuls. Duke, assis au pied de Matthew, les oreilles tendues vers l'avant, observait Matthew soulever le couvercle. À l'intérieur se trouvait exactement ce que la lettre de son père avait promis, et bien plus encore. Des certificats d'action, regroupés dans des élastiques depuis longtemps détériorés, mais maintenus ensemble par la pression même de la boîte. Des obligations aux porteurs, aux coupures si importantes qu'elles brouillaient la vue de Matthew. Un livret d'épargne de la First Federal Bank de Des Moines affichant un solde de 47 000 $ en 1985, avec la mention que le compte avait été converti en certificat de dépôt et renouvelé annuellement. Et sous tous ces instruments financiers, une dernière lettre. Celle-ci, écrite d'une autre main, féminine, élégante, sur du papier qui exhalait encore un léger parfum de fleurs, même après des décennies passées dans l'obscurité. « Mon cher Matthew, si tu lis ceci,
c'est que le plan de ton père a fonctionné et que tu es arrivé jusqu'ici au moment opportun. Je tiens à ce que tu saches que c'était notre idée à tous les deux, la mienne et celle de ton père. Nous savions tous les deux ce que l'argent pouvait faire aux familles, comment il pouvait empoisonner même les liens les plus forts. Les certificats et les obligations sont bien réels et vous appartiennent. Votre père a investi avec soin pendant 30 ans et les rendements ont dépassé nos espérances respectives. Le compte d'épargne devrait toujours être actif, même si j'imagine que la banque a changé de main à plusieurs reprises depuis que j'ai écrit ceci. Utilisez ce que vous avez ici pour construire quelque chose de bien. Utilisez-le pour aider ceux qui en ont besoin. Utilisez-le pour vous rappeler que la richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous en faites. Je t'ai aimé dès ta naissance, et je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Ton père n'était pas doué pour exprimer de telles choses, mais je sais qu'il ressentait la même chose. Sois heureux, mon fils, c'est tout ce que nous avons toujours voulu pour toi. Avec tout mon amour, maman. Matthew s'assit lourdement dans le fauteuil que Suzanne lui avait préparé. Sa mère était décédée en 1992, 16 ans après son père. Elle n'avait jamais rien mentionné de tout cela, ni la propriété, ni les placements, ni le coffre-fort à Des Moines. Ils avaient gardé leur secret ensemble, confiant ce secret au temps, à la providence et à l'espoir que leur fils n'en aurait jamais besoin. Mais s'il en avait besoin, si tout s'effondrait, il serait là. La main d'Olivia se posa sur son épaule. « Combien ?» demanda-t-elle doucement. Matthew examina les certificats, les obligations, le livret d'épargne. Il n'était pas expert en finance, mais il savait lire les chiffres. « Je ne sais pas exactement. Certains de ces titres auraient besoin d'être évalués, vérifiés, mais s'ils valent ce qu'ils semblent valoir, il s'interrompit, incapable de prononcer un mot. « Dis-moi. » « Des centaines de milliers, Libby. Peut-être plus. » Duke gémit doucement et se frotta contre la jambe de Matthew. Le chien sentait la tempête émotionnelle qui grondait en lui, la collision du chagrin, du soulagement et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « On n'est pas ruiné, » murmura Matthew. « On ne l'a jamais vraiment été, on ne le savait juste pas encore. » Olivia le serra dans ses bras fins étonnamment forts. « Tes parents t'aimaient, » dit-elle. « Ils t'aimaient assez pour se préparer au pire et espérer le meilleur. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. » Ils se sont enlacés dans la chambre forte d'une banque de Des Moines, entourés des preuves d'un amour qui avait survécu à la mort, guidés par l'instinct d'un vieux chien qui, d'une manière ou d'une autre, savait toujours où trouver ce qui était caché. Lorsqu'ils ont enfin émergé à la lumière printanière, Matthew portait une boîte pleine de documents et le cœur rempli d'un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, celui d'avoir trouvé un sens à sa vie. L'avenir était incertain, rien ne l'était jamais. Les certificats pouvaient valoir moins qu'ils n'y paraissaient. Les comptes bancaires pouvaient avoir été saisis, oubliés ou perdus à cause de l'incompétence bureaucratique. Robert, Patricia et Michael pourraient surgir de nulle part pour réclamer une part d'un héritage dont ils ignoraient l'existence. Mais quoi qu'il arrive, Matthew et Olivia ne partaient plus de rien. Ils avaient une terre, ils avaient un toit, ils savaient l'un l'autre, Duke et un héritage d'amour qui les attendait patiemment depuis 70 ans. Et ils possédaient un hangar Quonset rouillé sur Mill Creek Road qui allait bientôt se transformer en quelque chose que personne à Cedar Falls n'avait jamais imaginé. Le trajet du retour de Des Moines était différent de celui de l'aller. Matthew ne cessait de jeter des coups d'œil à la boîte de documents posée sur le siège passager, s'attendant presque à la voir disparaître comme un rêve au réveil. Duke s'était installé de telle sorte que son menton reposait sur le bord de la boîte, comme s'il en comprenait l'importance, et s'était autoproclamé tuteur. « On devrait trouver un avocat », dit Olivia, tandis qu'il traversait à nouveau les terres agricoles familières de l'Iowa. « Quelqu'un qui puisse nous aider à comprendre ce que nous possédons réellement. » « Je connais quelqu'un, Tom Red Oak. Il s'est occupé de certaines affaires de la ferme il y a des années. Un homme bien, honnête. » Est-ce qu'il nous recevra après tout ça? Matthew réfléchit à la question. Tom Red Oak avait envoyé une carte après l'expulsion,
Un simple mot qui disait « Je suis désolé que cela vous soit arrivé », sans excuse ni explication. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que la plupart avaient proposé. Je pense qu'il le fera. Ils arrivèrent à Mill Creek Road au moment où le soleil amorçait sa descente, baignant le hangar Quonset de teintes ambrées qui dissimulaient presque sa rouille. Duke bondit hors du fourgon dès que la porte s'ouvrit et commença aussitôt sa ronde avec le sérieux d'un soldat reprenant son poste. Cette nuit-là, Matthew ne put dormir. Assis dehors sur une caisse renversée, enveloppé dans une couverture de laine de son père, il contemplait les étoiles qui apparaissaient dans un ciel préservé des lumières de la ville. Le ruisseau murmurait dans l'obscurité et au loin, une chouette lançait son chant de chasse. 81 ans. Il avait traversé des guerres, des récessions et des épreuves personnelles qui avaient failli le briser. Il avait enterré ses parents, vu ses enfants devenir des étrangers, perdu une ferme familiale centenaire, et pourtant, le voilà, à tout recommencer. L'absurdité de la situation le frappa soudain, et il laissa échapper un rire rauque qui fit sursauter Duke. « Ça va, mon garçon », dit Matthew en se penchant pour caresser les oreilles du chien. « Je réalise juste que la vie ne cesse de nous surprendre, quel que soit notre âge. » Duke se rassit, mais garda les yeux fixés sur Matthew, comme pour guetter le moindre signe de faiblesse. Le bureau de Tom Red Oak occupait le 2e étage d'un immeuble en briques de Main Street à Cedar Falls, au-dessus d'une boulangerie dont l'odeur de pain frais embaumait la cage d'escalier. L'avocat, un homme trapu d'une 60aine d'années, avait des cheveux noirs aux reflets argentés et un regard perçant. « Matthew, Olivia !» Il se leva de derrière son bureau, la voix empreinte d'une sincère chaleur. « J'espérais avoir de vos nouvelles. Asseyez-vous, je vous prie. » Le bureau était encombré de dossiers et de livres, mais sous ce chaos apparent régnait un ordre impeccable. L'esprit organisé de quelqu'un qui savait exactement où chaque chose se trouvait malgré les apparences. Duke, que Tom avait autorisé à entrer avec un sourcil levé et un petit sourire, s'installa au pied de Matthew. « J'ai besoin d'aide pour comprendre ce que nous avons, » dit Matthew en déposant la boîte de documents sur le bureau de Tom. « Mon père les a laissés dans un coffre-fort à Des Moines. Nous les avons récupérés hier. » Les sourcils de Tom se froncèrent tandis qu'il examinait le contenu des documents. Certificat d'action, obligations au porteur, livret d'épargne, lettre des parents de Matthew. « Puis-je » demanda-t-il en désignant ses lunettes. « Je vous en prie. » Le silence s'étira tandis que Tom parcourait les documents, prenant parfois des notes sur un bloc-notes, s'arrêtant parfois pour examiner un certificat de plus près. Duke l'observait avec la même attention qu'il aurait porté à un lapin dans le jardin, vigilant mais patient. Au bout de près d'1 heure, Tom posa ses lunettes et se laissa aller dans son fauteuil. « Matthew, je dois passer quelques coups de fil pour tout vérifier, mais d'après ce que je vois... » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Ton père était un investisseur très avisé. Ces certificats d'action, certains concernent des sociétés qui n'existent plus, mais plusieurs ont été rachetées par de plus grandes entreprises au fil des ans. Les actions ont dû être converties, et compte tenu des quantités initiales... » « Combien ?» Tom croisa son regard. « En étant prudent, les actions à elles seules pourraient valoir entre 3 et 400 000 $. Les obligations au porteur, si elles sont toujours valides, et je dois le vérifier, ajoutent 50 à 75 000 $. Le compte d'épargne avec intérêt composé sur 40 ans, il secoua la tête. On parle potentiellement de plus d'1 demi-million de dollars d'actifs au total, Matthew. Peut-être même davantage. La main d'Olivia se posa sur le bras de Matthew et le serra fort. « Ce n'est pas possible, » dit Matthew. « Mon père était agriculteur, il n'a jamais eu autant d'argent. »« Il avait le temps, » répondit simplement Tom, « et de la patience. Ses investissements ont commencé dans les années 50, d'après ce que je vois. Plus de 60 ans de croissance composée, dividendes réinvestis, fractionnement d'actions. » Il écarta les mains. « Le temps est la force la plus puissante en finance. Ton père l'avait compris. » Duke gémit doucement, sentant la tension palpable.
Matthew se pencha et posa la main sur la tête du chien, retrouvant la chaleur familière de sa fourrure et sa loyauté. « Que devons-nous faire ? Laisse-moi passer ces coups de fil, tout vérifier. Ça prendra quelques jours, peut-être une semaine. En attendant, je te conseille de garder ces informations confidentielles. Dès que la nouvelle de ta fortune se répandra... » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous qui allait venir frapper à leur porte. La semaine qui suivit fut l'une des plus étranges de la longue vie de Matthew. En apparence, rien n'avait changé. Lui et Olivia vivaient toujours dans le hangar Quonset, dormaient toujours sur des lits de fortune et faisaient toujours chauffer de l'eau sur le réchaud pour se laver. Duke faisait toujours sa ronde matin et soir et montrait toujours à Matthew des objets cachés dans les coins et sous les bâches qu'il avait inexplicablement manqué auparavant. Mais au fond de lui, tout était différent. Le poids qui pesait sur la poitrine de Matthew depuis l'expulsion s'était dissipé, remplacé par une sorte d'espoir presque dangereux. Il se lança dans le travail avec une énergie qui le surprit lui-même. La porte principale du hangar, qui grinçait sur ses rails, fut réparée avec des pièces récupérées sur le matériel que son père avait entreposé. Les interstices des panneaux ondulés furent colmatés avec des tôles qu'Oliver Jensen lui apporta un après-midi, refusant d'un geste les tentatives de paiement de Matthew. « Disons que c'est un prêt, » dit Oliver. « Tu me rembourseras plus tard, quand tu auras repris tes esprits. » Le propriétaire du magasin d'alimentation animale était devenu un allié inattendu. La nouvelle de l'achat par les marches de la propriété sans valeur de Mill Creek s'était répandue à Cedar Falls, et les rires qui les avaient accompagnés depuis la vente aux enchères commençaient à s'estomper. Oliver, semblait-il, avait exhorté les gens à la prudence. « C'est Matthew Marsh », aurait-il déclaré lorsqu'on s'est moqué de l'achat. « Je le connais depuis 60 ans. S'il voit quelque chose dans ce terrain, c'est qu'il y a quelque chose à voir. » Matthew ne savait pas trop quoi penser d'être défendu. Pendant 3 mois, il s'était habitué à l'invisibilité, à être ignoré. Entendre quelqu'un prendre sa défense était comme un cadeau immérité. « Tu l'as mérité », lui dit Olivia lorsqu'il en parla. « Tu l'as mérité en étant le genre d'homme dont on se souvient dans les moments difficiles. Oliver ne te fait pas une faveur. Il rembourse une dette que tu n'as même pas le souvenir d'avoir contractée. » Elle avait raison, bien sûr. Au fil des décennies, Matthew avait aidé ses voisins dans les moments difficiles un nombre incalculable de fois. Prêt de matériel, livraison de foin en urgence, simple présence quand on avait besoin de lui. Il n'en avait jamais tenu compte, n'avait jamais rien attendu en retour. C'était peut-être là le but. Tom Reddock appela un jeudi, exactement 8 jours après leur rencontre. « C'est bien réel, » dit-il sans préambule. « Absolument tout. Les actions valent même plus que ce que j'avais estimé au départ. Plusieurs de ces sociétés ont connu une croissance exceptionnelle ces dernières années. Les obligations aux porteurs sont valides et peuvent être encaissées. Le compte d'épargne existe et génère des intérêts dans un établissement successeur. Matthew, vous disposez d'environ 620 000 $ d'actifs liquides. » Matthew s'assit lourdement sur un seau renversé, le téléphone collé à l'oreille. Duke, pressentant quelque chose d'important, abandonna son exploration de l'entrée de la cave et vint s'asseoir à côté de lui. 620 000 $ à peu près. Il y aura des impôts, bien sûr, mais votre investissement est tellement ancien que les taux seront avantageux. Vous pourriez empocher 500 000 $ une fois tout réglé. 500 000 $. Plus d'argent que Matthew n'en avait jamais possédé de toute sa vie. Plus que la valeur de la ferme. Plus que tout ce que Robert avait volé et dilapidé. Que dois-je faire ? Venez au bureau demain. Nous commencerons les démarches administratives pour liquider ce qui doit l'être et transférer le tout sur des comptes à votre nom. Je vous recommande également... Tom marqua une pause. Matthew, je dois vous dire quelque chose, et je veux que vous l'appreniez de moi avant que quelqu'un d'autre ne vous le dise. Le ton de l'avocat avait changé, prenant une tournure qui noua l'estomac de Matthew. Quoi donc ? Robert a fait du porte-à-porte en ville. Il a entendu dire que vous travailliez sur la propriété de Mill Creek, que vous y aviez trouvé des choses.
Il pose des questions sur votre situation juridique, sur les droits de succession, et notamment sur la possibilité que des biens découverts sur une propriété vous appartenant puissent faire l'objet de revendications de la part de votre famille. Les mots tombèrent comme des pierres sur l'eau calme, provoquant chez Matthew une vague de colère glaciale. « Il va essayer de te le prendre. Il va tenter quelque chose, » acquiesça Tom. « Je ne sais pas exactement quoi, mais je voulais que tu sois prêt. Tout ce que ton père t'a laissé t'appartient légalement. La propriété était à son nom, les placements étaient à son nom, et tu es son seul héritier. Mais ça ne veut pas dire que Robert ne fera pas de vagues. » Duke grogna doucement, comme s'il pouvait entendre le nom de Robert au téléphone et en comprendre la signification. « Qu'il vienne, » dit Matthew, surpris lui-même par la dureté de sa voix. « Qu'il essaie. » Le printemps s'est installé pour de bon durant la 3e semaine d'avril, apportant avec lui une transformation que Matthew n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'il s'était tenu pour la première fois devant le hangar Consett rouillé, avec pour seul bien une clé et un espoir désespéré. La structure principale était désormais étanche, ses interstices colmatés, sa porte coulissait sans effort grâce à ses rails fraîchement graissés. Matthew avait aménagé l'intérieur en espaces distincts. Un coin salon où les lits de camp avaient été remplacés par un véritable matelas sur un sommier fabriqué à partir de bois de récupération, un coin cuisine avec un authentique réchaud à gaz et un évier raccordé à un système d'eau grise, et un atelier où les outils anciens attendaient d'être restaurés. La cave était devenue leur espace de stockage, sa fraîcheur naturelle étant idéale pour la conservation des aliments. Olivia avait découvert que les conserves soigneusement scellées d'Edgar étaient encore comestibles. Des haricots verts et du maïs vieux de plusieurs décennies, au goût chargé d'histoire, mais toujours nourrissant. Plus significatif encore était ce qui se passait à l'extérieur. Les 3 acres, envahis par les mauvaises herbes et les jeunes pousses spontanées à leur arrivée, étaient peu à peu reconquises. Matthew travaillait des heures chaque jour, à débroussailler, à retourner la terre, à redécouvrir les contours du terrain que son père avait jadis cultivé. Duke travaillait à ses côtés, inspectant chaque parcelle nouvellement dégagée comme pour approuver les progrès accomplis. « Tu vas te faire mal !» l'avertit Olivia un soir, alors que Matthew regagnait en boitant le hangar Consett, le dos douloureux après une journée passée à creuser des trous pour les poteaux. « Je me fais mal depuis 81 ans, » répondit-il. « Ça ne m'a pas encore tué. » Mais elle avait raison de s'inquiéter. Matthew se surpassait comme il ne l'avait pas fait depuis des décennies, animé par quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. C'était en partie pratique, il y avait réellement du travail à faire, mais c'était aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait à une reconquête, à la récupération de ce qui avait été volé. Chaque poteau de clôture qu'il installait, chaque mauvaise herbe qu'il arrachait, chaque amélioration qu'il apportait au hangar Consett était une déclaration. « Je n'ai pas fini, je ne suis pas brisé, je suis toujours là. » Duke semblait comprendre. Le chien restait à proximité pendant les heures de travail, aidant parfois en traînant des branches jusqu'au tas de bois à brûler, parfois simplement allongé non loin de là dans un coin de soleil, sa présence lui rappelant constamment qu'il n'était pas seul dans cette entreprise. Un après-midi, alors que Matthew tentait de réparer le système d'alimentation du farm-hall, Duke se redressa brusquement, le regard fixé sur le chemin d'accès qui menait de la route principale à leur propriété. Une voiture approchait, une berline sombre et élégante, totalement incongrue sur ce chemin de gravier défoncé. Matthew s'essuya les mains avec un chiffon et attendit. La berline se gara et Robert en sortit. Matthew n'avait pas vu son fils aîné depuis plus d'1 an, depuis le jour où Robert lui avait tendu la brochure de la maison de retraite et avait qualifié Ranger de « problème à régler ». L'homme qui sortit de la voiture semblait prospère malgré la perte de la majeure partie de l'argent de ses clients, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Matthew. « Papa ?» La voix de Robert résonna dans la clairière, sur ce ton d'inquiétude raisonnable que Matthew avait appris à mépriser. « Il faut qu'on parle. »
Le grognement de Duke était sourd et continu, un grondement d'avertissement que Matthew ressentit plus qu'il ne l'entendit. Il posa une main sur le dos du chien, mais ne le retint pas. « Alors parle !» Robert s'approcha, ses chaussures cirées se couvrant aussitôt de poussière sur le sol non pavé. Il contempla le hangar Quonset, le terrain défriché, les traces de semaines de labeur, et une lueur traversa son visage. La surprise peut-être, ou un calcul. « J'ai entendu dire que vous aviez bien avancé. C'est bien, papa. »« Vraiment ? Dis ce que tu as à dire, Robert. » Le masque de sollicitude filiale se fissura légèrement. « Très bien. Je suis au courant pour les placements. Je sais pour le coffre-fort à Des Moines, pour l'argent que maman et papa ont apparemment caché à tout le monde. Ils ne me l'ont pas caché, ils me l'ont légué. L'ont légué pour toi ou pour la famille ?» Robert s'approcha encore, si près que le grognement de Duke monta en intensité. « Je suis leur petit-fils, leur héritier, autant que toi. Patricia, Michael, nous avons tous droit à ce qu'ils nous ont laissé. » Matthew observa son fils, découvrant peut-être pour la première fois l'homme qu'était devenu Robert. Plus le garçon qu'il avait élevé, plus le jeune homme pour lequel il s'était sacrifié. C'était un étranger qui portait le visage de son fils, quelqu'un qui avait appris à considérer l'amour comme un moyen de pression et la famille comme une ressource à exploiter. « Tu as des droits, » répéta lentement Matthew, « sur l'argent que tes grands-parents ont économisé, investi et qu'ils m'ont légué expressément, sur des biens dont tu ignorais l'existence, auxquels tu n'as jamais contribué et que tu n'avais aucune raison d'espérer. La loi dit que c'est à moi. » La voix de Matthew était calme, mais teintée d'une telle intensité que Robert recula d'un pas. « J'ai aussi consulté des avocats, mon garçon. Tout ce que tes grands-parents m'ont légué m'appartient légalement, et je peux en disposer comme bon me semble. Et je choisis de ne pas le partager avec celui qui m'a volé ma ferme, ruiné ma retraite et nous a laissé, ta mère et moi, mourir sur le parking d'une église. Ce n'est pas juste, les investissements ont échoué, j'essayais d'aider. » « Tu essayais de t'aider toi-même. » Matthew sentit Duke se presser contre sa jambe, le corps du chien vibrant d'une agressivité contenue. « Tu as repéré 2 personnes âgées avec des biens que tu convoitais et tu les as pris. Tu t'en fichais de ce qui nous arriverait ensuite. » Le visage de Robert se durcit, abandonnant définitivement toute prétention d'inquiétude. « Tu ne peux pas prouver que j'ai fait quoi que ce soit d'illégal. Les investissements étaient légitimes. Les risques ont été clairement indiqués. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, Robert. Je ne m'intéresse ni aux tribunaux, ni aux avocats, ni à me battre pour de l'argent. » Matthew désigna le terrain qui les entourait, le hangar Quonset qui se dressait sur ses fondations, fruit de décennies de préparation. « Je veux construire quelque chose, vivre les années qu'il me reste avec dignité et un but. Tu ne peux pas me voler ça. »« On verra bien. » Robert se retourna vers sa voiture, puis s'arrêta. « Tu sais, j'ai essayé de t'aider. La maison de retraite était un bon établissement. Tu y aurais été bien. »« Bien ?» Matthew eut un goût amer en entendant ce mot. « Tu voulais qu'on soit bien installé et tranquille. Tu voulais venir nous voir 2 fois par an et te sentir bien d'avoir mis tes parents dans un endroit propre. Et au lieu de ça, tu vis dans une grange. Je vis sur la terre que mon père m'a préparée, entouré de l'amour qu'il a accumulé toute sa vie. Je vis avec ta mère et ce chien qui m'a toujours été plus fidèle que toi. » Matthew croisa le regard de son fils. « Je préfère vivre dans cette grange que dans n'importe quel palais que tu pourrais construire, Robert. Parce qu'au moins ici, je sais qui je suis et ce que je vaux. » Robert partit sans un mot de plus, sa berline soulevant un nuage de poussière sur son passage. Matthew la regarda disparaître sur la route principale, puis s'assit lourdement sur le marchepied du hangar Quonset. Duke grimpa aussitôt sur ses genoux, du haut de ses 30 kilos, et pressa son museau contre sa poitrine. « Tu es trop gros pour ça, » dit Matthew, mais il enlaça tout de même le chien et le serra contre lui. Olivia les trouva ainsi 20 minutes plus tard, de retour d'une promenade le long du ruisseau, un panier d'herbes sauvages à la main. « Robert est venu, dit-elle. Ce n'était pas une question. Il est venu.
Il a proféré ses menaces, il est reparti. Elle s'assit près de lui, posant son panier. Duke se décala pour répartir son poids entre eux, sa queue battant contre la marche en bois. « Ça va ?» Matthew réfléchit sérieusement avant de répondre. « Je crois que oui. Je pensais que le voir me ferait plus mal, mais surtout j'étais fatigué. Fatigué de faire comme si ce qui s'était passé n'était rien d'autre qu'une trahison. C'était une trahison. Il faut appeler un chat un chat. Je sais, Il chercha ses mots. J'ai passé tellement d'années à leur trouver des excuses. Robert essayait juste d'aider. Il ne comprenait pas les risques. Patricia était prise par sa vie. On ne pouvait pas lui demander de tout laisser tomber. Michael a toujours été le plus fragile. On ne pouvait pas lui mettre la pression. Olivia hocha lentement la tête. On leur a appris ça. On leur a appris que leurs besoins comptaient plus que les nôtres, que notre rôle était de nous sacrifier et le leur de recevoir. Peut-être ne devrions-nous pas être surpris qu'ils nous aient crus. C'était l'analyse la plus honnête qu'ils aient faite, l'un comme l'autre, sur ce qui avait mal tourné. Pas seulement les manigances de Robert, la froideur de Patricia ou l'absence de Michael, mais les schémas établis depuis des décennies, la dynamique familiale qui avait, d'une manière ou d'une autre, convaincu leurs enfants que leurs parents étaient là pour être utilisés. « On ne peut pas changer le passé », dit finalement Matthew. « On peut seulement décider de la suite. » Et la suite ? Matthew regarda le hangar Quonset, la terre qui s'étendait autour d'eux, le chien dont la loyauté n'avait jamais faibli. On construit quelque chose qui en vaille la peine. On vit bien. Et on trouve un moyen de faire en sorte que ceci, il désigna du regard tout ce qui les entourait, est une signification qui dépasse notre simple existence. Duke aboya une fois, comme pour approuver, et Olivia rit, le premier vrai rire que Matthew entendait d'elle depuis des mois. « Eh bien, dit-elle, si Duke approuve, qui sommes-nous pour contester ?» Robert a déposé une plainte alléguant que les biens d'Edgar Marsh faisaient partie d'un fonds de fiducie familiale devant être partagé entre tous les descendants. Patricia s'est jointe à la plainte. Michael, fidèle à lui-même, a refusé de prendre part à la procédure. Tom a géré la défense avec le calme et l'efficacité de quelqu'un qui avait anticipé chaque détail. La plainte était sans fondement. Le testament d'Edgar était clair. Ses investissements étaient exclusivement à son nom et la propriété de Mill Creek Road avait été acquise avec ses fonds personnels des décennies avant la naissance de ses petits-enfants. Ils espèrent que vous accepterez un règlement à l'amiable pour clore le dossier, a expliqué Tom lors d'une de leurs réunions. Leur argument ne tient pas, mais les batailles juridiques sont coûteuses et épuisantes. Ils parient que vous leur verserez une somme d'argent pour éviter les complications. Je ne le ferai pas. Je sais, mais je voulais que vous compreniez leur stratégie. L'affaire fut classée sans suite au bout de 6 semaines, mais non sans avoir englouti du temps, de l'énergie et une bonne partie de la tranquillité de Matthew. Chaque document juridique qui arrivait était vécu comme une agression. Chaque coup de fil du bureau de Tom comme une crise potentielle. Durant toute cette épreuve, Duke demeura le pilier de Matthew. Le chien semblait pressentir quand le stress devenait insupportable, apparaissant à ses côtés avec une balle de tennis ou se contentant de presser son corps chaud contre ses jambes jusqu'à ce que la tension retombe. « Ce chien est meilleur que n'importe quel thérapeute », observa Tom lors d'une visite. « As-tu envisagé qu'il puisse être magique ?» Matthew sourit en caressant Duke derrière les oreilles. « J'ai cessé de me demander ce que Duke sait ou ne sait pas il y a bien longtemps. Quoi qu'il soit, je lui suis reconnaissant. » Au milieu de l'été, la transformation de Mill Creek Road était impossible à ignorer. Le hangar Quonset, jadis une verrue rouillée, trônait fièrement, repeint et doté d'installations fonctionnelles. Des panneaux solaires brillaient sur son toit incurvé. Un investissement que Matthew avait réalisé grâce à une partie de son héritage, lui assurant une indépendance énergétique synonyme de sécurité. Une véritable salle de bain avait été installée, une petite extension construite sur le côté du hangar avec une plomberie raccordée à un puits que Duke avait, on ne sait comment, conduit Matthew à découvrir. Le terrain lui-même était méconnaissable. Des jardins prospéraient là où les mauvaises herbes avaient envahi les lieux.
Les arbres fruitiers, plantés en avril, affichaient des signes de croissance vigoureuse. Le ruisseau avait été débarrassé de ses débris, ses berges stabilisées, et son eau était limpide et fraîche. Et les gens avaient commencé à le remarquer. Oliver Jensen venait régulièrement, apportant des provisions et repartant avec des légumes du jardin d'Olivia. Le pasteur Williams de l'église méthodiste était venu voir comment se portaient les anciens résidents du parking et était reparti visiblement ému par ce qu'ils avaient accompli. Des voisins qui avaient évité les marais pendant leurs mois de pauvreté passaient maintenant avec des offres d'aide et des invitations aux événements communautaires. « C'est fou comme ça marche », observa Olivia un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche que Matthew avait construit, regardant Duke chasser les lucioles dans le crépuscule naissant. Quand on n'avait rien, personne ne voulait nous connaître. Maintenant qu'on s'en sort bien, tout le monde est redevenu notre ami. Ça te met en colère ? Elle réfléchit à la question. Je l'ai été pendant un temps, mais j'ai compris que garder de la colère, c'était comme boire du poison en espérant que quelqu'un d'autre tombe malade. La plupart de ces gens n'étaient pas cruels. Ils ne savaient tout simplement pas comment aider. Alors ils sont restés à distance. C'est la nature humaine. Oliver, lui, n'est pas resté à distance. Non. Elle sourit. Oliver a vu en toi quelque chose qui lui rappelait qui tu étais, et il a décidé que cela méritait d'être soutenu. C'est ça, l'amitié. Le reste, c'est juste de la vie en communauté, des gens qui font ce que font les gens. Matthew hocha lentement la tête. Sa femme avait toujours été plus sage que lui en matière de cœur. Alors, on fait quoi ? On pardonne à tout le monde et on passe à autre chose ? On n'est pas obligé de pardonner. On doit juste décider quel genre de personne on veut être. Elle prit sa main. Je préfère être du genre à construire plutôt que du genre à compter les points. Duke, lassé des lucioles, regagna la véranda au trot et s'y laissa tomber à leurs pieds. Son pelage était humide de rosée, sa langue pendait joyeusement. « Je crois que Duke est d'accord avec toi », dit Matthew. Duke est un chien très sage. Comme pour acquiescer, la queue de Duke balaya les planches de bois, une fois, 2 fois, 3 fois, avant de s'immobiliser. Les lucioles continuaient leur danse silencieuse à travers la prairie, le ruisseau chantait sa douce mélodie, et Matthew et Olivia Marsh, assis sur la véranda de leur maison construite de toutes pièces, regardaient la nuit tomber. Le premier automne sur Mill Creek Road arriva avec une douceur presque insouciante. Matthew se tenait à l'orée de la propriété où son père avait jadis foulé le sol, observant les feuilles des chênes se détacher, parées de teintes dorées et rouilles. L'air était imprégné de l'odeur de la fumée de bois s'échappant de la nouvelle cheminée du hangar Concept, du parfum des pommes mûrissant dans le petit verger qu'ils avaient planté, et de l'odeur de la terre se préparant au repos hivernal. Derrière lui, le tracteur Farmall trônait dans la lumière matinale, sa restauration enfin achevée. Matthew y avait consacré la majeure partie de l'été, travaillant dans la fraîcheur du petit matin et du soir, apprenant les secrets de la machine comme son père avait dû les apprendre 70 ans auparavant. Chaque boulon qu'il serrait, chaque joint qu'il remplaçait, chaque réglage qu'il effectuait était comme une conversation à travers le temps, Edgar transmettant à son fils une ultime leçon de patience et de persévérance. Le moteur avait démarré pour la première fois en septembre, toussant et crachotant avant de trouver un rythme que Matthew ressentait viscéralement. Ce jour-là, il était resté assis au volant pendant près d'1 heure, sans bouger, écoutant simplement le bruit de quelque chose de brisé qui se reconstituait. Duke était resté assis à côté du tracteur tout ce temps, sa queue balayant le sol en lent mouvement de va-et-vient satisfait. Alors qu'octobre paraît le monde de couleurs automnales, Matthew ressentit quelque chose qu'il ne s'attendait plus à éprouver, la sérénité. Pas le bonheur à proprement parler, ce mot lui semblait trop simple pour décrire l'entrelac complexe de chagrin et de gratitude qui imprégnait ses journées, mais la sérénité, oui. La profonde satisfaction du travail accompli, d'un but atteint, d'une vie qui avait encore un sens. « Tu te perds encore dans tes pensées ?» dit Olivia d'une voix chaleureuse et affectueuse qui résonna dans la clairière.
Elle s'approcha lentement de lui, d'un pas plus assuré qu'il ne l'avait été depuis des années. L'air de la montagne, ou quel que soit le pouvoir bienfaisant de cette terre, continuait d'agir en douceur sur ses poumons. Elle toussait rarement, ne s'arrêtait presque plus pour reprendre son souffle lors de leur promenade le long du ruisseau. « Je pensais juste à papa », dit Matthew lorsqu'elle fut à ses côtés. « Je me demandais ce qu'il penserait de tout ça. Il serait fier. » Olivia glissa sa main dans la sienne. Il trouverait sans doute aussi quelque chose à critiquer. Ce poteau de clôture n'est pas tout à fait droit. Les rangs du jardin pourraient être plus soignés. Le hangar Concept a besoin d'un coup de peinture. Matthew rit, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Edgar Marsh était un homme exigeant, prompt à déceler les imperfections. Mais derrière ses critiques se cachait toujours de l'amour. Un amour qui s'exprimait par l'espoir, par la conviction que son fils était capable d'excellence. « J'ai trouvé quelque chose hier », poursuivit Olivia. « Dans la cave, derrière les conserves. Je crois que c'est Duke qui m'y a conduite. »« Quoi donc ? Viens voir. » Au fil des mois, la cave était devenue le domaine d'Olivia, organisée avec le même soin méticuleux qu'elle avait autrefois apporté à la cuisine de leur ferme. Des étagères garnies de légumes en conserve de son jardin, des légumes racines conservés dans du sable, des herbes aromatiques suspendues aux poutres du plafond pour sécher. Elle embaumait la terre et les plantes en pleine croissance, la vie mise de côté pour affronter l'hiver. Duke descendit l'escalier devant eux, ses griffes claquant sur le béton, et les conduisit jusqu'au fond, là où les étagères industrielles rejoignaient le mur. Derrière une rangée de bocaux remplis de betteraves marinées, à peine visibles dans la pénombre, se trouvait une petite boîte en bois que Matthew avait inexplicablement manquée lors de toutes ses explorations. « Je ne l'ai trouvée que parce que Duke n'arrêtait pas de gratter les bocaux, » expliqua Olivia. « Je pensais qu'il cherchait une souris, mais il était très précis sur cet endroit. » La boîte, d'une quinzaine de centimètres de côté, était en cèdre, un matériau qui avait préservé son contenu de l'humidité et du temps. Matthew la souleva avec précaution, en évaluant son poids, et la porta à l'étage, vers la lumière. À l'intérieur, nichés dans du velours délavé, se trouvaient deux objets. Une bague de femme, sertie d'un petit diamant, et un morceau de papier pillé. Matthew reconnut immédiatement la bague. Elle avait appartenu à sa grand-mère, la mère d'Edgar, décédée avant sa naissance, mais dont la photo avait toujours orné les murs de leur ferme. Le papier, une fois dépillé, portait l'écriture de son père. « Cette bague appartenait à ma mère. Elle la portait tous les jours de son mariage et souhaitait qu'elle soit transmise à quelqu'un qui comprenne le vrai sens du mariage. Non pas la cérémonie ou les papiers, mais le choix de rester quand c'est difficile. Je ne l'ai jamais donnée à ta mère, car elle possédait déjà la bague de sa propre mère, et celle-ci était destinée à attendre le bon moment. Si tu l'as trouvée, tu as trouvé tout ce que j'ai laissé derrière moi. Tu as accompli un travail de recherche considérable. Tu as prouvé que tu ne baisses jamais les bras. Donne cette bague à Libby, elle l'a méritée. Toi aussi. » Les mains de Matthew tremblaient tandis qu'il tenait la bague à la lumière. Le diamant était petit mais pur, captant le soleil d'automne et le dispersant en de minuscules arcs-en-ciel. « La bague de ta grand-mère, » murmura Olivia. « Il l'a gardée tout ce temps pour toi. » Matthew se tourna vers sa femme. « Il l'a gardée pour toi. » Les yeux d'Olivia s'emplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une émotion plus profonde, de la reconnaissance peut-être, la reconnaissance d'un amour qui les avait protégés bien plus longtemps qu'ils ne l'avaient imaginé. « Puis-je » demanda Matthew en désignant sa main gauche où reposait encore son alliance d'origine, fine et usée par 62 ans d'usage quotidien. Olivia hocha la tête, incapable de parler. Matthew glissa la bague de sa grand-mère au doigt d'Olivia, où elle se posa à côté de l'alliance d'origine, comme si elle y avait toujours été. Les deux bagues ensemble, l'une de 1962, l'autre peut-être des années 1920, représentaient une chaîne d'amour s'étendant sur plusieurs générations. « Moi, Matthew Marsh, dit-il doucement, je te prends, Olivia Marsh, pour épouse à nouveau, pour toujours. Pour toujours. » Olivia rit à travers ses larmes. « On est déjà mariés, vieux fou. » « Je sais,
mais je voulais te le dire quand même. » Il l'embrassa tendrement sur le front. « Je voulais que tu saches que si je devais tout recommencer, chaque épreuve, chaque perte, chaque instant de ces 62 dernières années, je te choisirais sans hésiter. Je choisirais cette vie. Je nous choisirais. » Duke, qui les observait depuis l'escalier de la cave, s'approcha à pas feutrés et se colla contre leurs deux jambes, bouclant ainsi le cercle. La lettre arriva un mardi de fin octobre, apportée par un facteur qui dut emprunter l'allée désormais bien entretenue pour atteindre leur boîte aux lettres. Matthew reconnut immédiatement l'écriture, celle de Michael, leur plus jeune fils. Il faillit la jeter sans l'ouvrir. La bataille juridique avec Robert et Patricia s'était terminée depuis des mois, mais les blessures étaient encore vives. Chaque message de ses enfants était vécu comme une attaque potentielle, une nouvelle tentative de leur prendre ce qu'ils n'avaient pas gagné. Mais quelque chose le fit hésiter. Michael ne s'était jamais joint à la procédure. Il avait envoyé cette simple carte avec le chèque sans provision, mais il était resté à l'écart des manigances de Robert. Matthew ouvrit la lettre. « Papa, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne t'en voudrais pas si tu le brûlais sans même le regarder. Mais j'avais besoin de l'écrire quand même si tu ne vois jamais ces mots. Je suis désolé. Pas le genre de regret qui attend le pardon ou qui demande quoi que ce soit en retour, juste désolé de ne pas avoir été là, de ne pas avoir tenu tête à Robert quand j'aurais dû le faire, d'avoir laissé la peur et la faiblesse m'empêcher de faire ce qui était juste. J'ai toujours été celle qui fuyait les conflits, tu le sais. Quand Robert a commencé à parler d'investissement, de t'aider à optimiser tes actifs, j'ai su que quelque chose clochait, je le sentais. Mais je n'ai rien dit, car parler aurait signifié une dispute, et j'ai passé ma vie à éviter les disputes. Ce n'est pas une excuse, c'est simplement la vérité. J'ai entendu parler de ce que vous avez construit sur la propriété de Mill Creek. La fille d'Oliver Jensen travaille avec ma femme et elle n'arrête pas de parler de la transformation. Comment vous avez pris quelque chose dont tout le monde se moquait et en avez fait quelque chose de concret? Elle dit que les gens de Cedar Falls commencent à l'appeler l'endroit des marais, comme ils appelaient la ferme autrefois. Je suis fier de toi, papa. Je sais que je n'ai pas le droit de l'être, mais je le suis. Je ne vous demande pas de venir me voir, je ne vous demande ni argent, ni pardon, ni une place dans votre vie. Je voulais simplement que vous sachiez que tous vos enfants n'ont pas oublié vos enseignements. Certains d'entre nous n'ont tout simplement pas eu la force de les mettre en pratique. Je vous aime, toi et maman. Je vous ai toujours aimé, même quand j'étais trop faible pour le montrer. » Michael Matthew lut la lettre 3 fois avant de la poser sur la table de la cuisine. Duke, qui somnolait dans un rayon de soleil, leva la tête et l'observa de ses yeux ambrés perçants. « Qu'en penses-tu, mon garçon? Est-il sincère ?» Duke se leva, s'étira et alla vers la lettre. Il la renifla attentivement, puis regarda Matthew et remua la queue une fois, lentement, pensivement. Ce n'est pas vraiment un encouragement. Mais ce n'était pas un refus non plus. Matthew ne répondit pas immédiatement à la lettre de Michael. Il avait besoin de temps pour la digérer, pour sonder son cœur et discerner la vérité de ses sentiments. La colère envers ses enfants était devenue une compagne familière au fil des mois. Un feu qui le réchauffait les nuits froides, mais qui consumait aussi une énergie qu'il aurait pu consacrer à autre chose. Pouvait-il s'en libérer? Le devait-il? Il en parla à Olivia. Bien sûr, il se disait de tout maintenant. Leur conversation était plus longue et plus franche qu'elle ne l'avait été depuis des années, comme si leur éloignement de la vie normale avait fait voler en éclats les faux semblants qui s'accumulent dans les longs mariages. « Michael a toujours été différent, » dit Olivia un soir, alors qu'ils étaient assis près du poêle à bois du hangar Quonset, Duke étendu entre eux comme un pont de fourrure. Plus sensible, plus craintif. Ça n'excuse pas ce qu'il n'a pas fait. Non, mais ça pourrait l'expliquer. Elle resta silencieuse un instant, observant le feu à travers la porte vitrée du poêle. Quand Robert a tout manigancé, Michael l'a probablement vu se produire et s'est senti impuissant.
Il a passé toute sa vie à se sentir impuissant. À qui la faute? La question planait entre eux, gênante et nécessaire. Peut-être en partie, admit Olivia. Nous l'avons trop protégé. Nous avons mené ces combats parce qu'il semblait trop fragile pour les mener lui-même. Et ensuite, nous nous sommes demandé pourquoi il n'avait jamais appris à se défendre. Matthew réfléchit à tout cela, à Michael enfant, petit et inquiet, toujours en retrait lors des réunions de famille, à la façon dont ils avaient adouci chaque coup dur, aplani chaque obstacle, lui offrant un chemin de vie protégé qu'il avait laissé démuni face à sa dureté. « Les fautes de Robert lui appartiennent, dit-il finalement. Mais la faiblesse de Michael, peut-être y avons-nous contribué. Tu vas me répondre ? Je ne sais pas encore. » Il posa la main sur le flanc chaud de Duke. Il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais bien lui dire. La première neige tomba début novembre, un léger saupoudrage qui transforma Mill Creek Road en un décor de carte postale de Noël. Matthew se tenait sur le porche du hangar Quonset. Oui, il y avait maintenant un vrai porche, construit avec le bois qu'il avait lui-même débité à partir d'arbres tombés sur la propriété, et regardait les flocons descendre comme une bénédiction. Duke était assis à côté de lui, le museau levé pour attraper les flocons sur sa langue, ressemblant à s'y méprendre à un chiot plutôt qu'à un chien de 11 ans au pelage gris et au regard sage. « Premier hiver ici, » dit Matthew. « Tu crois qu'on est prêt ?» En guise de réponse, Duke se leva et trottina jusqu'au bord du porche, où il se retourna vers Matthew avec un regard d'invitation sans équivoque. Le chien avait encore quelque chose à lui montrer. « Montre-moi le chemin, mon garçon. » Ils traversèrent la neige légère jusqu'à l'atelier que Matthew avait aménagé dans un coin du hangar Quonset, l'espace où il avait restauré le farm-hall, où les outils étaient soigneusement rangés sur des panneaux perforés, où l'odeur d'huile de moteur et de sciure de bois imprégnait l'atmosphère d'un travail productif. Duke le conduisit à un établi où Matthew rangeait les vieux outils de son père, ceux qui étaient venus avec la propriété. Le chien donna un coup de patte à une boîte en bois que Matthew avait mise de côté des semaines auparavant, avec l'intention de l'examiner plus tard, puis il avait oublié. Duke se rassit sur ses pattes arrière, observant avec impatience. La boîte était banale, un simple contenant parmi tant d'autres qu'Edgar utilisait pour stocker et protéger ses provisions. Mais lorsque Matthew l'ouvrit, il y trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Des lettres, des dizaines, ficelées avec une ficelle qui se déchira sous son toucher. Et pas n'importe quelle lettre. La correspondance entre ses parents, remontant à avant leur mariage, se poursuivant pendant toute l'enfance de Matthew et ne s'arrêtant qu'avec la mort de sa mère en 1992. Il s'assit lourdement sur un tabouret, le poids de sa découverte lui pesant sur la poitrine. Ses parents s'étaient écrits, même lorsqu'ils vivaient sous le même toit, même lorsqu'ils se voyaient tous les jours, ils avaient entretenu une correspondance qui consignait leurs pensées, leurs rêves, leurs difficultés, leur amour. Matthew prit une lettre au hasard, datée de 1955. « Mon cher Edgar, Matthew m'a demandé aujourd'hui pourquoi tu travailles si dur. Je lui ai dit que son père est en train de construire quelque chose, pas seulement la ferme, mais un avenir. Il n'a pas compris, bien sûr, il n'a que 8 ans. Mais un jour, il comprendra. Il m'arrive de t'observer à ton insu, la façon dont tu scrutes l'horizon, la façon dont tu envisages les imprévus que personne d'autre ne peut voir. Je sais que la guerre t'a changé. Je sais que tu portes en toi des peurs que tu ne confieras jamais. Mais je veux que tu saches que je n'ai pas peur. Quoi que tu prépares, quoi que tu imagines, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton jugement, en ta vision, en ton amour. Nous y ferons face ensemble, mon amour, quoi qu'il arrive. Toujours vôtre, Ruth. La vision de Matthew se brouillait. La voix de sa mère lui parlait à travers les décennies, lui expliquant son père d'une manière qu'Edgar lui-même n'aurait jamais pu. Il lisait lettre après lettre, tandis que la neige continuait de tomber dehors.
L'histoire du mariage de ses parents se dessinait au fil des pages. Non pas le partenariat silencieux et pragmatique qu'il avait observé enfant, mais un amour profond et indéfectible qui s'était exprimé dans l'intimité, dans des mots destinés uniquement l'un à l'autre. Les lettres d'Edgar révélaient un homme que Matthew n'avait jamais connu. Un homme constamment préoccupé par le bien-être de sa famille, qui voyait une menace dans chaque crise économique et s'y préparait. Un homme qui aimait sa femme d'un amour farouche et protecteur, qui transparaissait dans tout ce qu'il construisait, économisait et entreprenait. « Je ne fais pas cela parce que je m'attends à une catastrophe », avait écrit Edgar en 1962. « Je le fais parce que je ne supporte pas l'idée que toi ou Matthew soyez un jour sans défense. Si je peux construire un filet de sécurité assez solide pour vous rattraper, alors ce qui m'arrivera n'aura plus d'importance. Vous serez protégés. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Matthew se mit alors à pleurer ouvertement, sans honte, laissant 60 ans d'incompréhension s'évaporer dans ses larmes. Son père n'avait pas été froid ni distant. Il avait été terrifié, et cette terreur s'était exprimée dans le seul langage qu'Edgar connaissait, la préparation, les provisions, la protection. Duke se blottit contre ses jambes, lui offrant le réconfort silencieux que seul un chien peut donner. « Il nous aimait », murmura Matthew. Il ne savait juste pas comment le dire. Ce soir-là, Matthew lut quelques lettres à Olivia. Ils étaient assis ensemble dans l'espace de vie qu'ils avaient aménagé, confortable désormais, avec de vrais meubles acquis au fil des mois, des photos au mur, des tapis au sol et toutes ces petites attentions qui transforment un refuge en foyer. « Ils avaient toute une relation dont nous n'avons jamais rien vu », dit Olivia lorsqu'il eut terminé. « Pendant toutes ces années, ils s'écrivaient des lettres d'amour. Je pensais que papa était simplement pragmatique, presque insensible, mais il ressentait tout. Il ne pouvait juste pas le montrer. Certains hommes sont comme ça, surtout ceux de leur génération. » Olivia resta silencieuse un instant. « Matthew, je crois que tu devrais écrire à Michael. » Le changement de sujet le surprit. « Pourquoi ? Parce que tu as passé des mois à être en colère contre tes enfants, parce qu'ils ne te comprennent pas, parce qu'ils ne voient pas l'amour derrière tes actes, le sacrifice derrière tes choix. » Elle désigna les lettres étalées sur la table. « Mais maintenant, tu sais que ton père a passé sa vie à faire la même chose, t'aimer d'une manière que tu ne pouvais pas voir, te protéger par des moyens que tu ne comprenais pas. » Matthew commença à protester, puis se tut. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. « Je ne dis pas qu'il faut tout pardonner, » poursuivit Olivia. « Robert a fait du mal, intentionnellement. Patricia a choisi la froideur alors qu'elle aurait pu choisir la gentillesse. Mais Michael, elle secoua la tête. Michael n'était tout simplement pas assez fort. Et c'est peut-être en partie de notre faute. » Duke, qui dormait près du poêle, leva la tête et regarda Matthew de ses yeux anciens et si perspicaces. Même le chien semblait attendre sa décision. « Que pourrais-je bien lui dire ? La vérité ? Que tu as reçu sa lettre, que tu n'es pas prêt à faire comme si tout allait bien, mais que tu n'es pas prêt non plus à tourner la page. Que tu es toujours son père, même quand tu es en colère. » Olivia lui prit la main. Que l'amour ne disparaît pas simplement parce qu'il est blessé. Matthew contempla les lettres de ses parents, témoignage d'un amour qui s'était exprimé imparfaitement, qui s'était dissimulé derrière le pragmatisme et les précautions, mais qui n'en avait pas moins été réel. Il avait passé sa vie sans vraiment voir son père. Voulait-il que Michael passe la sienne sans vraiment le voir ? « J'écrirai demain, » dit-il. La lettre à Michael fut la chose la plus difficile que Matthew ait jamais écrite. Il en rédigea une douzaine de versions, chacune lui paraissant soit trop dure, soit trop douce, soit trop blessante, soit trop indulgente. Duke restait allongé à ses pieds pendant toutes ces tentatives, levant parfois les yeux comme pour examiner son travail et le juger insuffisant. Finalement, Matthew cessa de chercher à composer le message parfait et écrivit simplement la vérité. « Michael, j'ai bien reçu votre lettre. Merci de me l'avoir envoyée. Je ne vais pas faire comme si tout allait bien entre nous, car ce n'est pas le cas.
Ce qui s'est passé, ce que Robert a fait, ce que Patricia a soutenu, ce que vous n'avez pas empêché, a causé un véritable préjudice. Votre mère et moi avons failli mourir. Ce n'est pas une exagération. Nous nous sommes retrouvés sans rien pendant les mois les plus froids de l'année, à un âge où la plupart des gens devraient être à l'aise et en sécurité. Je ne prétends pas non plus être irréprochable. Votre mère et moi en avons parlé, de la façon dont nous vous avons élevé, des schémas que nous avons instaurés sans nous en rendre compte. Peut-être vous avons-nous appris que notre rôle était de nous sacrifier et le vôtre de recevoir. Peut-être nous sommes-nous trop habitués à nous considérer comme des ressources plutôt que comme des personnes. Rien de tout cela n'excuse ce qui s'est passé, mais cela peut en expliquer une partie. Je vous écris car je ne veux pas être le genre d'homme qui ferme les portes pour toujours. J'ai récemment appris que mon père m'aimait d'une manière que je n'avais jamais perçue, qu'il avait passé sa vie entière à se préparer au jour où j'aurais besoin d'être sauvé, et je ne l'ai compris que bien après sa disparition. Je ne veux pas que cela se reproduise entre nous. Je ne veux pas que vous passiez le reste de votre vie à vous demander si je vous ai aimé, si je vous ai pardonné, ou s'il y a jamais eu une chance de réparer nos erreurs. Voilà où nous en sommes. Je t'aime parce que tu es mon fils, et rien ne pourra changer cela. Mais je n'ai pas confiance en toi. Et la confiance ne se reconstruit que par les actes, pas par les mots. Si tu veux faire à nouveau partie de nos vies, tu devras regagner cette place, lentement, prudemment, sans rien attendre en retour. Ta mère et moi avons construit quelque chose de beau ici, sur Mill Creek Road. Nous avons créé un foyer à partir de ce que tout le monde disait sans valeur. Nous avons trouvé une paix intérieure dont nous ignorions l'existence. Je ne sais pas si cette paix peut être accessible, mais je suis prête à le découvrir si tu es prêt à t'y investir. Votre père. Il a posté la lettre avant de pouvoir changer d'avis. L'hiver s'installa sur Mill Creek Road avec une douceur presque délibérée. La neige tombait régulièrement, recouvrant la propriété d'un manteau blanc, mais le hangar Quonset conservait sa chaleur et le poêle à bois les tenait bien au chaud. Duke, ancien chien de ferme, passait ses journées à somnoler près du feu et ses nuits blotties au pied du lit, une véritable bouillotte vivante qui ronflait. Matthew poursuivit son travail durant les mois froids, des projets plus modestes désormais, des réparations et des améliorations qui occupaient ses mains et lui permettaient de se vider la tête. Il construisit un poulailler digne de ce nom avec des matériaux de récupération et obtint 6 poules d'Oliver Jensen qui semblaient trouver 1001 raisons de venir lui rendre visite. Il agrandit la cave et organisa les outils de son père selon un système qui aurait rendu Edgar fier. Olivia comblait les moments de répit entre 2 tâches ménagères avec les activités domestiques qu'elle avait toujours aimées. Le hangar Quonset embaumait constamment le pain frais, les soupes mijotant, les herbes séchées et les conserves. Elle tricotait des couvertures avec la laine trouvée à la cave, aux motifs simples mais chaleureux. Ils parlaient plus qu'ils ne l'avaient fait depuis des années, de leur vie, de leurs regrets, de leurs espoirs pour le temps qu'il leur restait, de leurs enfants. Non plus les reproches blessants qui avaient marqué les premiers mois, mais des analyses honnêtes des erreurs commises et de leurs causes. « Je crois que nous pensions qu'ils apprendraient la gratitude par osmose, » observa Olivia un soir. « Nous avons fait preuve de sacrifice, mais nous ne leur avons jamais appris que le sacrifice devait être réciproque. Nous voulions leur donner tout ce qui nous manquait, et, ce faisant, nous leur avons fait croire que posséder revenait à mériter. » Elle secoua la tête. Pas étonnant qu'ils nous aient considérés comme une ressource. Nous les y avons conditionnés. Ces conversations n'étaient pas faciles, mais elles étaient nécessaires. Et pourtant, dans cette honnêteté, Matthew trouva une paix insoupçonnée. Non pas l'absolution des choix de ses enfants, qui leur appartenaient, mais la libération du besoin constant de les blâmer. La réponse de Michael arriva en février. Une courte lettre, plus concrète que verbale. Il avait commencé à faire du bénévolat dans une banque alimentaire de sa ville, écrivait-il. Il apprenait ce que signifiait donner sans rien attendre en retour. Il ne demandait rien,
Il voulait simplement que son père le sache. Matthew lui répondit par un bref mot accusant réception de la lettre et l'encourageant dans son engagement, sans plus. Ce n'était pas une réconciliation, mais une porte entr'ouverte, une possibilité maintenue. Le printemps est revenu sur Mill Creek Road avec une explosion de verdure qui donnait aux plantations soignées de l'année précédente des allures de prophétie accomplie. Matthew se tenait à la lisière de sa propriété, achetée avec ses dernières économies et transformée en un lieu magnifique, et observait les merles dénicher des vers dans la terre qu'il avait enrichie de compost et d'espoir. Les arbres fruitiers étaient couverts de nuages de fleurs blanches. Les plates-bandes préparées par Olivia étaient prêtes à être plantées. Le hangar Quonset, dont la rouille avait disparu depuis longtemps, brillait dans la lumière matinale comme s'il avait toujours fait partie du décor. Duke était assis à ses côtés, plus gris qu'il y a un an, mais toujours aussi alerte. Le chien avait un peu ralenti pendant l'hiver, plus de siestes, des promenades plus courtes, une raideur dans les hanches les matins froids. Mais ses yeux restaient vifs, sa dévotion intacte, son don mystérieux pour dénicher les objets cachés intacts. « On l'a fait, mon garçon, » dit Matthew. « On l'a vraiment fait. » La queue de Duke balaya lentement le sol, un geste qui signifiait approbation et reconnaissance. Olivia apparut sur le porche du hangar Quonset, se protégeant les yeux du soleil. « Oliver arrive. On dirait qu'il a quelque chose dans son camion. » Matthew retourna à la rencontre du propriétaire du magasin d'alimentation animale qui déchargeait effectivement des cartons de sa camionnette. Duke suivit, inspectant chaque carton avec sa méticulosité habituelle. « J'ai apporté des plants de pommes de terre, » expliqua Oliver. « Et ma femme a fait de la confiture. Elle a insisté pour que je la livre en personne. Elle dit que ce n'est pas convenable de laisser les voisins sans confiture maison. » Voisins. Matthew en prit conscience. Un an auparavant, les habitants de Cedar Falls s'étaient moqués de lui parce qu'il avait acheté un hangar Quonset rouillé et 3 acres de mauvaises herbes. Maintenant, ces mêmes personnes l'appelaient « voisin », passaient lui apporter des cadeaux, lui demandaient des conseils en jardinage et en réparation de matériel. « C'est ce que tu es ?» dit simplement Oliver. « Les Marais font partie de cette communauté depuis 1 siècle. Ce n'est pas parce que Robert a essayé de l'effacer que cela a changé. » Ils restèrent là, 2 vieillards, à contempler le printemps qui s'installait sur la campagne. Duke avait trouvé un coin ensoleillé et s'y était installé, son travail d'exploration terminé. « Tu as construit quelque chose de bien ici, Matthew, » dit Oliver doucement. « Pas seulement la propriété. Toi et Libby, vous avez bâti une belle vie. Les gens l'ont remarqué. On nous a aidés. Vous aviez des bases solides. » Oliver désigna le hangar Quonset d'un signe de tête. « Ton père t'a laissé bien plus que de l'argent et du matériel. Il t'a laissé la conviction qu'un nouveau départ était possible. » Il marqua une pause. « La plupart des gens, quand ils tombent aussi durement que toi, restent à terre. Toi, non. Ce n'est pas de la chance, c'est du caractère. » Après le départ d'Oliver, Matthew repensa à son père, aux préparatifs minutieux d'Edgar, aux filets de sécurité qu'il avait tissés d'économie, de secret et d'espoir, aux lettres à route qui révélaient un cœur que personne n'avait pu voir. Edgar Marsh avait toujours cru que subvenir aux besoins de sa famille signifiait se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Il n'avait jamais appris à témoigner son amour par sa présence, par ses mots, par le simple fait d'être disponible. Mais il l'avait fait par ses prévoyances, par sa planification, par un héritage qui avait attendu 70 ans avant d'être nécessaire. Matthew comprenait maintenant. Il avait passé sa vie à témoigner son amour par le sacrifice, par le travail, en offrant à ses enfants toutes les opportunités qui lui avaient manqué. Et comme son père, il avait, d'une certaine manière, échoué à leur apprendre que l'amour devait être réciproque. Mais cet échec n'avait pas effacé l'amour. Il l'avait simplement rendu plus difficile à percevoir. La lettre que Matthew écrivit ce soir-là n'était adressée à personne en particulier, ou peut-être à tout le monde. Assis à la table qu'Olivia avait récupérée lors d'une vente de grange et qu'elle avait restaurée de ses propres mains, Duke à ses pieds,
Bercé par les bruits du printemps qui filtraient par les fenêtres ouvertes, il consigna par écrit tout ce qu'il avait appris. Ce que je sais maintenant et que j'ignorais il y a 1 an, qu'il est possible de recommencer à zéro à tout âge, mais cela exige de lâcher prise sur ce que l'on pensait être la vie idéale. Que les personnes qui nous aiment l'expriment parfois de manière que l'on ne perçoit que bien plus tard. Que pardonner, ce n'est pas faire comme si la souffrance n'avait jamais existé, mais décider que la souffrance ne sera pas le seul critère qui définira nos relations. Qu'un chien peut nous en apprendre plus sur la loyauté que la plupart des humains. Que la maison n'est pas un lieu que l'on trouve, c'est un lieu que l'on construit, une décision à la fois, un jour à la fois, un acte de foi à la fois. Que la terre nourrit ceux qui ne l'abandonnent pas. Il posa son stylo et contempla l'espace qu'Olivia et lui avaient créé. Le poêle à bois qui les réchauffait, les étagères remplies de conserves, les photos qui témoignaient de leur vie commune. Duke, endormi à présent, sa respiration lente et régulière. Olivia, lisant dans son fauteuil près de la fenêtre, portant la bague de sa grand-mère à côté de son alliance, le visage paisible dans la lumière du soir. C'était leur foyer, non pas parce que les murs étaient solides, la terre fertile ou le compte en banque bien garni, mais parce qu'ils l'avaient choisi, parce qu'ils l'avaient mérité, parce qu'ils avaient refusé d'abandonner alors que renoncer aurait été tellement plus facile. Matthew plia la lettre et la rangea dans la boîte en bois avec la correspondance de ses parents. Un jour, peut-être, quelqu'un la trouverait et comprendrait ce que cet endroit avait représenté. Ou peut-être que personne ne le trouverait, et c'était bien ainsi aussi. L'important n'était pas d'être découvert, c'était de vivre. Il se leva, traversa la pièce jusqu'à la chaise d'Olivia et se pencha pour l'embrasser sur le front. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en levant les yeux avec un sourire. « Pour être là, pour être resté, pour avoir cru que nous pouvions construire quelque chose alors que tous les autres disaient que c'était impossible. Nous avons construit quelque chose. » Elle prit sa main et la pressa contre sa joue. « Nous avons construit une vie qui vaut la peine d'être vécue. » Dehors, les derniers rayons du soleil baignaient le hangar Quonset de teintes dorées et ambrées. La terre s'étendait autour d'eux, verdoyante et luxuriante, porteuse de la promesse du printemps. Et Duke, se réveillant de sa sieste, vint se blottir contre leurs jambes, bouclant le cercle qui les avait unis malgré tout. Ils étaient chez eux, non pas par nécessité, mais parce qu'ils l'avaient choisi. Ils s'étaient choisis l'un l'autre. Ils avaient choisi cette terre. Ils avaient choisi de continuer à bâtir, même quand le monde leur disait que c'était fini. Le hangar Quonset, dont tout le monde s'était moqué, se dressait, solide et fier, contre le ciel du soir. Les 3 acres, dont personne ne voulait, s'épanouissaient de vie. Et Matthew et Olivia Marsh, trahis, abandonnés et laissés sans ressources, avaient prouvé que parfois le dénuement suffisait. Avec la bonne personne à ses côtés, un travail qui en vaille la peine, un bon chien pour guider le regard, un refus catégorique d'abandonner.